Comment je t'appelle Jacques Napier? Jack Napier, c'est ça, ouais. En hommage en hommage au Joker, hein, au départ. En fait, j'avais mis Jack Napier boxing et je m'en souviens pour l'anecdote, t'as un mec qui m'a dit ouais, est-ce que tu sais qui est Jack Napier? Alors moi je dis ouais, c'est le Joker. Il me dit ouais, mais c'est quelqu'un d'autre aussi. Donc je regarde. Figure-toi que c'est un acteur de film de boule, dis-toi. Putain. Mais non. Et je me suis mais si! J'ai vu ça, j'ai dit mais non, mais c'est pas possible, putain. Donc laisse tomber, le mec au départ, Je il vais la s'arrête. garder, ça, ton explication. Non, Je vais mais la c'est garder. vrai. Le mec, tu sais, en plus, c'était, tu vois, c'était un anglais. Comme les anglais, ils ont un humour de merde. Moi, je me suis dit, oh, c'est ça, arrête tes conneries. Puis je regarde, je vois, je fais, oh non, putain. Après, je me suis dit, je vais changer. Puis après, je me suis dit, non, bah vas-y. Il y a pas que, c'est pas comme si tout le monde était au courant de ça, tu vois. Mais au final, j'ai gardé le nom. J'ai gardé le nom, quoi. Vas-y. Parce que, Alors, gros fan de on va voir Batman qui et c'est. fan du Joker. On va voir qui à la base va rester dans l'histoire. Est-ce que ça va être ta chaîne ou est-ce que ça va être le mec qui fait des films X? Bon. Donc Jack Napier, on va saluer les disciples de la boxe qui nous écoutent là depuis quelques minutes qu'on a commencé. Donc salut les disciples de la boxe. Aujourd'hui, bah, je suis avec Jack Napier, comme vous l'avez entendu, donc pas l'acteur, hein, c'est Ni le personnage de comics. ni le personnage de comics, mais un gros amoureux de la boxe qui a aussi une chaîne YouTube. Tu as commencé Ouais. tes vidéos en anglais, toi, hein? En fait, j'ai commencé mes vidéos en anglais. Pourquoi? Parce que, en fait, si tu veux, moi, ça s'est passé comme ça, la boxe. Euh, Toi, je te vois souvent, tu parles, tu dis quand j'avais 14, 15 ans, je regardais la boxe avec mon père, tout ça. C'est ça que tu. Moi, c'était pas vraiment mon cas. J'en avais un peu rien à foutre de la boxe. Et un jour, je suis tombé sur des vidéos de Mike Tyson, un peu comme tout le monde. Et vraiment, le gars, j'étais choqué, quoi. Je disais, c'est quoi ce petit gars, enfin petit, qui dérouille des gens, Théma son cou, on dirait un bœuf. Enfin voilà, j'étais choqué. Du coup, je regardais ça de temps en temps, et je montrais ça au poteau. Regarde Théma, les gens, bon, ils s'en avaient rien à foutre, quoi, c'est normal. Mais bon, moi, j'étais dans mon délire. Et après, j'ai découvert un autre mec, le deuxième mec que j'ai découvert, que c'est Rocky Marciano. Et quand j'ai Ouais. découvert Rocky Marciano, j'ai vu un autre côté de la boxe. J'ai vu le côté, comme disait Papacito dans ta vidéo, besogneux. Le mec est là, qui n'a pas forcément le plus gros talent du monde, mais qui est besogneux, qui te frappe pendant 10, 13. J'avais vu notamment le match contre Jersey Joe Walcott, où il se fait malmener, puis petit à petit, il remonte puis au bout du 13e round, l'autre, il n'en peut plus, et il se mange une pêche qui vient d'on ne sait où, et le gars tombe, quoi. Donc, j'ai découvert la boxe comme ça. Après, ensuite, il y a eu Mohamed Ali, tout ça. Mais j'ai vraiment commencé timidement au début. Tu sais, c'était vraiment, je regardais des trucs. Je me souviens, il y avait Pacquiao Cotto. Alors déjà, moi, je me débrouillais pour regarder ça, surtout à l'époque, pour regarder des combats, c'était galère. Il n'y avait plus Canal+ et tout, donc c'était la période des streams obscurs qui marchent une fois sur deux, etc. C'était un peu casse-couille. Et puis comme ça, lentement et sûrement, je me suis mis à regarder quasiment tous les matchs qui passaient. Après, De La Hoya Mayweather. Après, je me suis mis à regarder tous les matchs de La Hoya, puis tous ceux de Mayweather. Puis tu sais, de fil en aiguille, c'est comme ça en fait. Tu regardes, tu dis ah Mayweather il a battu Judas, mais c'est qui Judas? Puis tu regardes, tu vois tous les matchs de Judas. Judas il a perdu contre, je sais pas moi, contre Costezou. Là, tu regardes, tu dis ah mais c'est qui Costezou? Après Ouais, tu fais c'est le ça. parallèle comme ça. Et puis petit à petit, je me suis mis à devenir un geek de la boxe quoi, vraiment. Alors tu as des périodes, mais et c'est comme ça que je me suis mis à découvrir la boxe. Et donc pourquoi j'ai fait ça en anglais? Parce qu'en fait moi, souvent quand je parlais de boxe avec les Français. Les gens ils me disaient Mike Tyson, Ali, Rocky Balboa, limite il y en a qui croyaient que c'était un vrai boxeur. Enfin, tu vois, j'étais un peu. Et en fait, j'avais trouvé un groupe Facebook où il y avait que des Anglais passionnés de boxe et du coup, je me suis dit bon, moi, je vais faire des vidéos en anglais, quoi. Tu vois, donc c'est comme ça, je me suis mis à faire des vidéos en anglais. Et depuis que je vois que la boxe est de plus en plus populaire en France, je me suis dit chouette, quoi, puis je vais pouvoir faire des vidéos en français. Hmm. Donc voilà, c'est comme ça que ça a commencé. Ah, ok, ok. Bon, très sympa. C'est cool de savoir un petit peu comment t'en es venu à la boxe. Et toi et moi, on échange pas mal souvent tu sais, en privé. Donc, bon, quand je peux un Mhm. peu avoir le temps de discuter avec toi, on parle de Tyson notamment. De nombreuses fois, on est revenu dessus et de Tony Yoka. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on s'est dit, allez, on se Ouais. prend un temps pour en parler tous les deux parce qu'on entend tellement de choses sur Tony. Alors, on a un peu l'impression avec Tony, tu sais, si tu prends du recul, c'est que soit on l'adore, soit on le déteste, tu sais. Ouais, Si ouais, c'est un peu ça, c'est un peu ça. Bah, en tout cas, il déchaîne les passions, ça c'est sûr. C'est pas,
tout le monde a. Bon, la plupart des gens ont quand même un avis sur lui. Tony Yoka, en plus, le problème, c'est que moi, déjà, j'ai l'impression qu'il y a vraiment personne, y compris dans les fans de boxe, qui est vraiment objectif avec lui. Il y a des gens qui ne l'aiment pas pour des raisons, enfin, on va développer, mais il y a des tas de raisons pour lesquelles les gens ne l'aiment pas, et il y a aussi des tas de raisons pour lesquelles les gens l'aiment. Et ça donne des conversations. Moi, je regarde souvent sur les réseaux sociaux, ça donne des conversations du genre, le mec, t'as un commentaire où ils vont dire c'est une merde, et l'autre, ah non, c'est le meilleur. Et il va battre Joshua, Tyson et Fury dans la même soirée, etc., etc. Et au contraire, j'ai vu des gens dire, notamment quand il y avait le fait que Tyson il allait faire un comeback, j'ai vu des gens dire, je suis sûr qu'il peut foutre une branlée à Yoka maintenant, quoi. Donc ça, des gens comme nous, ça nous fait hurler dessus de rire. Mais il y a beaucoup de gens, je suis sûr qu'après avoir vu le combat, sparring enfin pas le sparring, c'était une exhibition avec Roy Jones, il y a des gens qui vont croire ça. Mais après, je pense que c'est aussi normal parce que Tony Yoka, c'est un peu une anomalie dans la boxe. Il n'y a jamais eu de Tony Yoka avant. Je pense que si tu regardes en poids lourd français, la chose la plus proche qu'on a eue de Tony Yoka en poids lourd français, qu'est-ce qu'on a eu? On avait dans les années 80 un boxeur poids lourd qui s'appelait Rodriguez quelque chose, j'ai oublié, qui a été champion de France pendant des années et qui est connu pour avoir fait 12 rounds contre Larry Holmes. D'accord. Voilà. On peut dire que c'est. Et en plus, tu regardes le combat, c'est vraiment. Bon, le gars est courageux, mais c'est pas un Wilder Duopa où Duopa il a essayé du début à la fin de gagner. L'autre, c'est plus on met les bras comme ça, on recule, on attend de voir ce qui se passe. Enfin voilà. Et c'est ce qu'on avait de plus proche en termes de poids lourd. On a eu Carlos Takam, sinon on a eu quoi? Mormec, c'était pas un poids lourd. On n'a pas eu beaucoup de poids lourds, quoi. Et même quand Mormec il était en poids lourd, il n'était pas très impressionnant. Donc c'est un peu une anomalie, Yoka. Et Yoka, c'est une anomalie. Les gens ils sont pas habitués. C'est qui ce mec-là pour qui il se prend un poids lourd français, n'importe quoi. Enfin voilà, c'est comme tout. Tu sais, quand l'humain est comme ça, quand il y a quelque chose où t'es pas habitué. Moi, c'est comme je dirais, moi je comparerais ça, je vais comparer Yoka au vocodeur dans le rap français. Quand Booba il arrivait avec le vocodeur, les gens ils comprenaient pas. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Il est malade ou quoi? Il se prend pour, il veut faire de la techno ou quoi? Puis petit à petit ça s'est implanté. Mais au début ça leur faisait bizarre aux gens. Mais Yoka c'est pareil. Je pense que là actuellement Yoka il fait bizarre. Il fait pour les non fans de boxe c'est bizarre genre pour qui il se prend. Et même il y a beaucoup de fans de boxe pour qui c'est bizarre pareil parce que c'est limite. Leur rêve va peut-être se réaliser. Moi, il y a 5-6 ans, tu m'aurais dit, il y a un poids lourd français qui va être champion du monde. J'aurais dit, mais qui? C'est n'importe quoi, tu vois. Et bon, je sais pas si Yoka sera champion du monde, mais pourquoi pas? C'est ça, j'allais te reprendre, j'allais dire, attention, il ne l'est pas encore. Hein. En tout cas, on est d'accord sur le fait que si demain, je sais pas, moi, Joshua, il dit, je veux faire une défense de... je sais pas, peut-être pas Joshua. Fury, il dit, je veux faire une défense de titre, je veux prendre Yoka. Ce serait pas la pire défense qu'on ait vue de notre vie. Hein. Ah non, c'est pas la pire défense, ouais. Donc voilà, au moins on peut dire que Yoka actuellement, on a un Français dans le top 10, mais jeune, etc. Quoi, tu vois, donc jeune, invaincu, on a déjà eu Duopa et Takam dans le top 10, mais les deux, ils étaient un peu vieux, ils ont eu quelques bonnes performances, tu vois, ils sont pas aussi prometteurs que ce qu'est Yoka, quoi. Donc je pense que c'est ça qui fait un peu peur c'est ça qui rend les gens un peu réticents, quoi. Yoka est un peu voilà, ça leur fait bizarre, quoi, c'est tout. Ouais, ils ont pas été préparés et puis ils ont un peu jamais vu ça avant. Donc un boxeur qu'on va suivre jusqu'au titre de championnat du monde comme ça, parce que souvent les boxeurs français on les découvre le jour du championnat du monde, tu vois. Genre ah oui, il y a un boxeur poids lourd français qui va attendre un titre mondial, tu vois. Et je voudrais revenir avec toi. Donc là, pour ça, je pense que sur cette partie-là, on l'a bien compris. Comment toi, tu as découvert Yoka, le phénomène Yoka? Comment il est arrivé à tes oreilles? Voilà, là, t'es parfait là. Alors. Merci. Là, tu es bien dans l'axe, là. Je fais esquiver, alors. Non, Yoka, est-ce que... je t'avoue que je suis quelqu'un qui suit plus généralement les pros que les amateurs, mais j'avais quand même entendu parler de Yoka. Je sais qu'il avait battu Argovic, qu'il avait battu Joseph Parker, etc. J'en entendais parler. Moi, je l'avais vu, et à l'époque, je m'étais dit, lui, c'est un Thomas Hearns. Moi, ce que j'appelle les Thomas Hearns, c'est les boxeurs longilines avec un mauvais menton. Parce qu'en fait, j'avais vu un combat en amateur où il s'était mangé je ne sais plus contre qui c'était. Si c'est contre un mec de l'Europe de l'Est.
que Joe Joyce a battu, je crois, je sais plus si c'était Joe Joyce. Non, Ajagba, que Ajagba a battu, j'ai complètement oublié son nom, et qu'avait mis Yoka KO, quoi. Donc moi j'avais vu ça. Parce que quand j'avais vu la finale, parce que j'avais vu la finale des JO, et c'est là que j'avais vu Yoka en action, en live contre Joe Joyce. J'avais vu le combat, et je me souviens que je m'étais dit, à l'époque, bah, pareil que c'est un Thomas Hearns, quoi. Genre il est athlétique, plutôt rapide, très mobile, très 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 mobile. Ça c'est un truc qu'on voit pas. Il l'utilise pas assez, mais il a des excellent. Mais je pense que depuis qu'il a pris du muscle, peut-être que le jeu de jambes c'est un peu plus lourd pour lui. Peut-être pour ça qu'il pousse moins. Il n'a pas de temps pris. Hein. On pourra en reparler de son physique, mais il n'a pas de temps pris. En termes de poids, quand même, par rapport au JO. Ouais, mais en termes de volume, parce que c'est normal que son corps prenne de la maturité musculaire entre la vingtaine et la trentaine, mais en termes de volume, ça va rester l'un des physiques les plus fins du game. Hein. Quand il va rentrer dans le maintenant il est dans le top 20, et ben c'est l'un des plus fins. Donc en termes de volume, il est loin des gros gabarits. Hein. Mais on en reparlera de physique. Je voulais vraiment revenir sur comment tu l'as découvert et qu'est-ce qui a fait, en fait, quand je te demande comment tu l'as découvert, c'est pour savoir un peu ce qui a fait la différence entre toi, comment tu l'as jaugé, tu te dis bon, c'est un potentiel, et d'autres qui vont se dire ah mais non, tu vois, ils veulent pas. Alors, moi, en fait, si tu veux, quand j'ai vu ce combat, je me suis dit, en fait, si tu veux, dès les premières secondes, j'ai visualisé le combat. En gros, on va dire, c'était un peu le Joe Joyce Yoka, c'était un peu un match, comment on appelle ça? Un peu les Lamota, Sugar Ray Robinson, etc. C'est genre la brutalité de Joe Joyce contre l'agilité de l'autre, quoi. Et on va voir ce que ça va donner. Et j'ai vu, en fait, pendant le combat, autre chose. Parce que Yoka, à un moment donné, si je me souviens bien, il gagne le premier round, il n'y a pas de souci. Au deuxième round, il se mange un crochet gauche, il est sonné. Et là, je l'ai vu réagir. Il s'est pas laissé faire, tu vois, il a même poussé Joe Joyce, il l'a fait tomber à un moment donné et tout. Et je me suis dit, ce type-là, il a la même qualité que Sugar Ray Leonard et Mohamed Ali, c'est-à-dire que c'est un type très talentueux, mais qui est aussi prêt à sortir ses couilles et à mouiller le maillot si besoin est, tu vois. Et c'est ce jour-là que j'ai vu ça. Et ce jour-là, je me suis dit, lui, franchement, il va aller loin. Après, à la fin du combat, je sais, il y a beaucoup de gens y compris en France, qui ont dit Joe Joyce, il a gagné, c'est n'importe quoi. Mais après, bon, je ne vais pas expliquer, Pour toi, il y a discussion sur la victoire ou pas? Non. Si tu scores en amateur, non. Si tu scores comme un amateur, non. Si tu scores comme un pro, tu vas commencer à dire non, mais Joe Joyce, il a mis plus de coups, gna gna gna. Enfin, tu sais, ça va être la même discussion que Canelo Lara, par exemple. On va te dire Lara, il a été plus actif, ouais, mais l'autre, il a mis plus de coups. Enfin, voilà, tu vois. Et encore, à l'époque, quand j'ai vu live, je me suis dit, bon, il a gagné, mais c'était chaud. Je l'ai revu parce que j'ai mis le match sur ma chaîne. J'ai bien analysé et pour moi, il gagne les 3 rounds. C'est pas parce que tu sonnes un mec pendant une seconde que tu gagnes le round pour moi. Après, ça. Par contre, on va rester sur cette période-là des JO. En demi, il prend Hrgovic. Pour toi, ce combat-là, tu l'as revu depuis ou pas? Ouais, celui où il est blessé à la fin. Hein. Apparemment, enfin, moi je l'ai pas revu, mais je sais que j'en discute souvent avec mon père, et mon père, pour lui, ce combat-là, limite, il aurait pu revenir à Hrgovic, tu vois. Et pour lui, il faut qu'il le prenne chez les pros pour régler ça. Ouais, j'ai revu ce combat, mais je l'ai vu, c'est marrant que tu en parles parce que je l'ai revu récemment. Et Yoka, il a laissé tomber carrément le 3e round. Il était blessé, il faisait que reculer, etc. Donc, c'est serré. Ça dépend à qui tu donnes les premiers rounds, mais c'est vrai que moi, je voyais beaucoup de gens se plaindre de Joe Joyce. Moi, je disais, Hrgovic, les mecs, Hrgovic. C'est comme quand Joshua, il avait gagné sa médaille d'or. Je pense que c'était contre Ajit Kabayel, si je me rappelle bien. Je suis pas sûr à fond. Et les gens disaient qu'il y avait un vol, alors que non, il y avait eu un match avant contre Erislandy Savon, je crois que c'est son nom. Et là, en l'occurrence, c'était chaud. Je me souviens, j'avais vu ce match-là en live et je m'étais dit non. C'est parce que c'est en Angleterre. Mais je dirais que ni Yoka contre Hrgovic, ni Yoka contre Joyce, c'est pas des vols. C'est des décisions un peu, mais c'est pas des vols. Tu regardes le combat là où Roy Jones contre un Asiatique, là non, j'ai oublié le nom, où il martèle le mec pendant tout le combat et après il perd. Oui, c'est le Coréen, c'est la finale en Corée. Voilà, ouais. Pour moi, ça, c'est un vol. Et Yoka Hrgovic, c'est pas un vol, c'est une décision. Okay. Yoka, c'était écrit qu'il allait gagner, c'était un peu le favori, c'était un peu la star des JO, quoi. Mais bon, ça n'empêche pas, c'est pas parce que tu es une star qu'on va te faire perdre non plus, quoi. Donc, c'était pas aucun des deux n'est un. Tu dis c'était écrit. Franchement, c'est quoi cette vidéo? Je vais l'appeler Yoka sans langue de bois.
enfin, on parle de Yoka sans langue de bois. Parce que, tu sais, moi, je parle beaucoup avec des boxeurs et puis des gens qui connaissent moins la boxe, des gens qui sont passionnés comme toi. Donc, j'en ai entendu des versions sur Tony Yoka. J'en ai entendu. Et je peux te dire que moi, je le défends depuis longtemps. Et il y en a même qui ont changé leur version à force de parler avec moi. Puis avec le temps qui est passé, commence à dire, ouais, tu te rappelles comment je parlais de Yoka au début quand on s'est rencontrés. Et il y a un peu une sorte d'un peu de théorie complotiste auprès de cette médaille d'or chez Estelle et Tony. Et ça, c'est un truc, mais ça, alors vraiment, c'est quand tu entends les personnes en parler, c'est vraiment de l'ordre du complot. Est-ce que pour toi, c'est un truc qui, tu vois, parce que tu l'as dit, c'était un peu écrit, c'est un truc que tu trouves ça choquant que des gens pensent comme ça, ou tu te dis, bah, ils ont le droit de le penser, pourquoi pas, tu vois? Comment tu réagirais à ça? C'est pas choquant, c'est compréhensible parce que même quand tu regardes le milieu du. On va pas parler de complotisme ici, mais quand tu connais le complotisme, souvent, ça part de trucs qui sont un peu vrais, et toi tu prends et tu profites un peu de l'ignorance des gens pour leur vendre du rêve. Je sais pas moi. Tu vas changer une petite controverse, par exemple, là pour les Jeux Olympiques. Moi, quand je dis c'était écrit, qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que les bookmakers, les promoteurs, enfin voilà, tu sais, les promoteurs, ils étaient. Je suis sûr qu'avant même que Yoka ait gagné, ils étaient en train de signer leur truc. Après, il aurait pu perdre, tu vois. C'était pas écrit. Moi, c'est ça que je veux dire. Après, effectivement, s'il y en a qui disent que non, même si Yoka il avait perdu les 3 rounds, il aurait gagné, non. Ça, non. Mais c'est pas. C'est normal que les gens pensent ça, d'autant plus que Yoka, en plus, en plus, il a le. Comment dire? Pour les gens qui connaissent pas, il est très lisse, quoi. Tu le vois comme ça, tu as l'impression que c'est le mec parfait, etc. Mais je trouve ça, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est aussi un mec qui peut sortir ses tripes et je trouve ça dommage que les gens ne le voient pas. Ouais. Parce que c'est pas facile. Je vais appuyer un peu ce que tu dis. Moi, je pense que ça vient aussi du fait que la boxe amateur a très mauvaise réputation à cause de toutes les histoires de corruption qu'on a entendues. Moi, j'ai déjà fait des vidéos pour dire que, enfin, déjà, on menaçait que la boxe ne soit pas au Japon. Bon, elle n'a pas été au Japon, mais pour d'autres raisons. Parce que le CIO, on avait chopé, les CIO avaient chopé les mecs de la IBA. En fait, il y avait pas mal de blanchiment, de trucs de drogue et tout, enfin, des trucs sacrément sombres autour de la IBA. Donc, du coup, je pense que tout ça alimente aussi, tu sais, ça aide pas à rassurer le grand public autour des carrières des boxeurs amateurs et notamment aux Jeux Olympiques, quand on sait que souvent c'est un peu orienté, quoi, les victoires des médailles. Après, si la France a autant de poids, bon, je serais quand même un peu surpris, mais bon. Et puis c'était tellement historique, tu sais, que les Français fassent autant de médailles, qu'ils aient une si belle équipe. Ah oui, je m'en souviens. Ouais. Teddy Riner, Yoka Mosley. Elle s'appelait pas encore. Attends, c'est quoi Yoka Mosley aussi, Yoka Mosley, ouais. C'est Estelle. Estelle Mosley, oh là là, Estelle Mosley, Tony Yoka, etc. Ouais, ça faisait beaucoup. Ben, moi, en tant que fan de boxe, c'était un rêve, quoi. Après, ça dépend. Il y en a comme moi qui voient ça et qui font oh! Enfin, tu vois, genre, putain. Puis t'en as d'autres qui vont te dire non, complot, etc. Après, Alors, on peut croire ce qu'on veut, mais c'était pas. En tout cas, je répète, ces deux matchs-là n'étaient pas des vols. J'invite aux gens de regarder des matchs où c'est vraiment des vols. Enfin voilà quoi, il y en a des tas. Le match d'Holyfield là où au JO où il se fait disqualifier, tu regardes, c'est une plaisanterie quoi. C'est genre. Enfin voilà. Ouais. J'en avais parlé. Il y en a des vols. Là, c'était pas un vol. Avec Vincent, on en avait parlé. Alors, moi, je tiens bien à préciser, je te lance un peu sur ces sujets. C'est des sujets piquants, mais qu'on ose les aborder. Moi, je supporte Yoka. Maintenant, même, je le connais un peu personnellement. Je l'apprécie beaucoup, mais j'ai pas peur d'aborder ces sujets-là aujourd'hui. Et pour être un peu plus concret sur cette victoire de la Team Solide, ça vient aussi d'une équipe de France qui était très unie et qui a fait beaucoup de stages dans le monde, et notamment à Cuba. Et bon, ils sont allés au bon endroit parce que les Cubains, on sait qu'en boxe amateur, ils excellent. Et j'aimerais parler un peu de la transition entre cette boxe un peu cubaine de Tony et les professionnels. Parce que je pense que ça peut être intéressant dans l'évolution de la boxe de Tony Yoka. En sachant qu'il est allé vers l'entraîneur de André Ward, Virgil Hunter. Et on peut retrouver un peu des choses à la André Ward chez Tony. Alors, parle-nous un peu de ça. Comme ça, là. Moi, effectivement, j'ai pu constater ça et je constate encore qu'aujourd'hui, dans les matchs, Tony Yoka, il a parfois, alors quand je dis un problème, c'est une manière d'exagérer, mais des fois, j'exagère, mais il a un peu le même souci qu'a eu Joshua quand il a boxé contre Povetkin. C'est-à-dire, si tu vois, Joshua, il a toujours été un peu comme ça et tout, et là, il se met contre Povetkin, il se retrouve à boxer comme ça, tu sais, avec le bras à la Roy Jones et tout.
Et il ne sait pas trop par quel pied danser. Et moi, j'ai vu ça chez Yoka. Yoka, ses premiers combats, il avait un style très amateur. Notamment dans son deuxième combat contre le type qui ressemble à John Café, là, qui vient de faire 10 rounds contre Adjagba. Là. Elle est pas mal, ta réponse. Ouais. Je vais me rappeler Jonathan Rice, voilà. Et tu vois, les gens à l'époque disaient Yoka n'a pas de punch, il l'a pas mis KO. Mais Adjagba, lui, est un sacré puncher et n'a pas mis KO Jonathan Rice non plus. Tu vois, donc, pas au même moment de leur carrière, surtout. Hein, parce que tu parles du deuxième combat de Tony. Ouais, voilà, deuxième combat. Yoka, tu regardes ce combat, les gens ils disent Yoka il a failli perdre, mais je pense qu'en fait, moi quand tu revois le match, Yoka il s'amusait quoi. Il a pas. Je sais pas si tu te rappelles du titre de ma vidéo. Ma vidéo réaction, c'était la boxe du premier de la classe. Ouais, c'est ça, voilà, c'est ça. Un truc, tu voyais des rounds en fait où il faisait un peu la même erreur que Tyson Fury faisait contre Wilder, c'est-à-dire il esquive, mais il remise pas. Et du coup, il marque pas de points quoi. Donc effectivement, s'il y a des gens qui ont donné quelques rounds, mais voilà. Et donc Yoka, il a commencé à progresser. Moi, j'ai commencé à noter un petit changement vers ça. C'était quand il a boxé Aldo le Gitan. Comment il s'appelle Cyril Léonet. Cyril Léonet, voilà, qui avait perdu contre Newfell Watar il y a quelques temps. Là. Beau combat d'ailleurs. Et j'ai vu que là, en fait, Yoka, il a commencé un petit peu à développer un style un peu plus agressif à la Virgil Hunter, effectivement, etc. Et je trouve que ça, en fait, ça s'est concrétisé vraiment. Moi, le moment où j'ai vu le changement direct, c'était contre Dave Allen. C'était contre Dave Allen au 10e round. Là, je crois que c'était la première fois de sa carrière où vraiment. Alors, déjà dans son premier combat contre le biker, là, il s'était laissé aller, mais c'est plus facile, tu vois. C'est plus facile de se laisser aller contre un type de ce niveau-là. Mais quand il s'est laissé aller contre Dave Allen, là, je me suis dit, c'est bon, il y a un truc qui s'est déclenché en lui et il a fait cette transition vraiment et il nous fera plus. Il fera plus des performances à la Erislandy Lara où il gagne, mais les gens disent mais il n'en a pas fait assez, etc. Là, il a montré que si besoin est, il peut close the show, quoi. Il peut fermer clore le spectacle. Il peut clore le spectacle. Il a eu des petites rechutes. Je pense que Christian Hammer, là, notamment dans le match, là, il y a eu des petits moments où il a un peu. Comme j'en avais parlé dans ma vidéo, on en avait parlé tous les deux. Je pense qu'il y a des moments où il a un peu perdu sa concentration, où il était un peu frustré. Et souvent, les gens, quand ils sont frustrés, tout ça, ils ont tendance à retourner à leur vraie nature. Comme Mike Tyson, qui était pourtant un boxeur, contrairement à ce qu'on peut croire, assez calme et assez quand il était plus jeune, dans sa manière de boxer. C'était rare que Tyson se saute sur un mec en s'excitant, etc. Mais quand il a été frustré dans sa carrière, il a montré sa vraie nature. Et Yoka, c'est pareil. Yoka a été agressif contre Duopa. Qu'est-ce qu'il a montré en étant frustré? Donc, Christian Hammer qui a usé beaucoup de vices pour que le combat aille à son terme. Alors, pour toi, qu'est-ce qu'il a montré comme signe de frustration? Vas-y, développe ça. Déjà, c'est ce que je disais dans ma vidéo. Déjà, j'ai vu que il y a plusieurs fois. Alors déjà, Yoka, pendant le combat, il a eu un comportement, ça se voit qu'il sent que l'arbitre est de son côté. Par exemple, toutes les fois où Hammer s'appuie sur lui, Yoka, il se laisse tomber comme ça. C'est ce que je disais dans ma vidéo. Il y a plus d'un arbitre qui l'aurait compté. C'est ce qui était arrivé avec David Haye. David Haye, plusieurs fois, il chute parce que Klitschko lui appuie sur le cou. Au bout d'un moment, il le compte. Donc ça, j'ai vu ça. Il y a eu aussi ce moment-là où il y a ces histoires de choc de tête. Le mec Hammer tourne autour du ring en faisant « Oh !» comme ça et tout. Et moi, ça m'avait rappelé le combat de Fabrice Tiozzo contre Eddie Schmulder pour la ceinture européenne, où à un moment donné, pareil, il y a un choc de tête, Smulder, il se retourne comme ça, putain, mais à la seconde où il se retourne, Tiozzo, il lui saute dessus pour lui foutre une pêche, t'as l'arbitre qui sépare, tu vois, et moi, j'ai pas vu ça chez Yoka. Et je me suis dit, c'est dangereux, parce que si lui, Yoka, il avait commencé à tourner autour du ring en faisant « Oh !» comme ça, qui dit que Hammer, lui, il allait pas l'enchaîner, quoi. Donc, c'est ça que j'ai vu, ce combat, il m'a paru un peu bizarre à certains moments, tu sentais que il n'y avait pas de danger, quoi. En fait, Yoka, tu sentais qu'il n'y avait pas. Peut-être que Yoka fait partie de ces boxeurs qui ont vraiment besoin de se sentir en danger ou qui ressentent une certaine pression, pour sortir les tripes, quoi. Après, je pense que. Ouais. Tu sais, il y a eu pas mal d'histoires dans les coulisses de ce combat entre. Tu sais ce qui s'est passé avec le Turc et le Français. Est-ce que tu ne penses pas que ça a pu jouer? Je ne sais pas si tu es au courant. Le promoteur qui a dit si vous ne mettez pas mon boxeur vainqueur, l'autre il vient pas. Bon, pour Yoka, je pense que ça a pu arriver sur un ring de Yoka et que du coup sur le ring, il y avait une tension un peu froide, tu vois. Ça pourrait expliquer pas mal de choses parce que c'est vrai que maintenant que tu le dis, je me demande s'il n'y a pas eu une stratégie avec Hammer parce que Hammer, j'ai déjà vu des combats de lui, plein de combats de lui, je l'ai jamais vu faire ça avant.
Ortiz, il lui a mis des tas de coups bas. Tyson Fury, il faisait que le gifler avec les gants, se foutre de sa gueule, etc. Il n'y a jamais rien eu. Et là, pour la première fois, je l'ai vu se plaindre et tout. Donc, il y avait peut-être un côté, avec son entraîneur, il y avait peut-être une stratégie. Vas-y, gratte quelques points. On va tenter la disqualification, etc. C'est possible, effectivement. Après, faut dire ce qu'il y a. Yoka, il a quand même un peu boxé avec sa tête. Mais après, Hammer aussi. Et quand quelqu'un boxe avec la tête comme ça, il faut que tu boxes avec la tête aussi. Sinon, tu vas finir en sang, quoi. Donc ça peut expliquer aussi. Après, je pense aussi qu'il y a eu une désillusion un peu de la part de Yoka. Je pense que dans les 3 premiers rounds, il était persuadé qu'il allait le mettre KO parce que le gars, Hammer, il a commencé à être ouvert, etc. Et puis au fur et à mesure, je pense qu'il y a eu une désillusion. Il s'est dit bon, bah, je vais pas le mettre KO. Et puis du coup, après, il faisait, je dis pas le minimum, mais il a découvert, enfin, il a trouvé à peu près les combinaisons qui marchaient contre Hammer. Et puis il s'est borné à les faire. Et puis voilà, quoi. C'est marrant, mais tu sais, quand j'ai fait la vidéo d'avant-combat, j'ai dit attention à une chose, c'est le petit excès de confiance. Le fait d'avoir gagné rapidement un combat contre Duopa, que tout le monde avait promis qu'il serait long, il peut y avoir un petit excès de confiance qui ne sera pas forcément conscient dans la tête de Yoka. Et c'est marrant que tu me dises, bah, le fait de ne pas l'avoir mis KO vite dans le combat, et c'est peut-être ce qu'il avait prévu, ça a pu le frustrer. Et ben ça revient exactement à ce que j'avais anticipé. Mais c'est bon, ça se passe pas toujours comme on le veut, tu vois. Bah oui, ça se passe pas toujours comme on veut. Et je pense que toi, comme moi, je me rappelle de ta prédiction, moi aussi. Je pense qu'on a tous un peu, tu vois, même des mecs comme nous qui suivent la boxe depuis longtemps, on peut être, comment dire, hypé par un combat, quoi. Et je pense qu'on a tous les deux et d'autres gens surestimé un peu le punch de Yoka. Je pense que Christian Hammer, c'est quand même un gars solide quand tu vois les pêches qu'il se prend contre Ortiz. Moi, encore là, je me dis, mais pourquoi j'ai cru ça? J'ai pensé que Yoka allait le coincer dans les corps, puis tu sais qu'il allait y avoir un arrêt rapide ou un truc comme ça, mais Hammer n'a jamais été en danger. Et bon, c'est pas une catastrophe en soi. De toute façon, Hammer, c'est devenu un vétéran. Il n'est pas le même Hammer que quand il s'est battu contre Tyson Fury ou Mariusz Var, là, les deux qui l'ont mis KO. Aujourd'hui, il est beaucoup plus prudent, il est plus malin, alors qu'avant, c'était plus un bagarreur. Donc, je suis d'accord avec toi. Mais moi, je suis persuadé que Tony Yoka, c'est le genre de profil qui trouvera plus facilement le KO en ne le cherchant pas dans ses combats. Oui, ça aussi, oui. Dans sa boxe, une boxe aérienne, en créant des espaces. Et là, il sera. Tu vois, là, il a pas bien exploité. Alors, c'est facile de dire ça à notre place, hein, mais il a manqué de bien exploiter son direct du bras avant, qui est une arme clé, surtout qu'il l'a très, très bien bonifié en rentrant chez les professionnels. Et finalement, il l'a pas hyper bien exploité dans ce combat-là. Donc, regarde le bras avant de Joe Joyce, comment il s'est débarrassé de Dubois. Donc, c'est aussi une arme qui peut amener à un KO d'une manière tellement simple, tu vois. Yoka, mais c'est pas la même mentalité, les deux. Joe Joyce, il a un peu. Joe Joyce, c'est vraiment un mec qui est pas stressé. Ça se voit que Joyce, lui, quand il boxe, c'est vraiment. C'est limite un boxeur de l'Est, quoi. Et le mec, pendant 12 rounds, il est capable de t'envoyer un jab pendant un métronome, et puis voilà, comme un métronome. Yoka, il est pas comme ça. Yoka, j'ai l'impression que c'est un mec, il est. Et tant mieux pour nous, il veut un peu du sensationnel. Il veut pas. C'est pour ça qu'il y a le 10e round contre Dave Allen. C'est pour ça qu'il y a ce KO au premier round contre Duopa. Parce que les gens peuvent dire ce qu'ils veulent, mais rentrer dans l'art de Duopa comme ça, c'était dangereux. Parce que justement, Duopa, c'est un diesel, c'est un mec qui commence très doucement. Et comme il commence doucement, tu as beaucoup de gens qui se disent bon, vu qu'il commence doucement, je vais pas trop le taper. Comme ça, on peut grappiller des rounds. Il va pas s'énerver tout de suite, tu vois. Et un mec comme ça, la stratégie, c'est de lui rentrer dedans et essayer de le choper quand il est froid. Mais c'était dangereux parce que Duopa, il aurait pu. Si Duopa avait survécu au premier round et qu'après il avait commencé à suivre Yoka comme une sangsue, ça aurait pu être tendu, quoi. Donc c'était un pari, mais il l'a fait. Mais tout ça pour dire que on a quand même sauté une grosse partie de la carrière de Yoka, qui fait partie de sa carrière, entre son début de carrière, les premiers combats qu'il a fait, et les derniers qu'on vient de citer maintenant. Et ben, il y a eu toute cette période suspension de 1 an, et ensuite les combats qu'il devait faire aux États-Unis, puis finalement qui ne sont pas faits, tu vois, les décalages, tout ça. Et toutes ces choses-là, tu ne penses pas que. Donc, déjà, il y a la suspension, il faudra qu'on en parle, et le combat contre Tronchet qui se fait pas, le combat contre Hammer qui se fait pas. Tu vois, aller aux États-Unis, on l'annonce, et puis finalement, c'est pas possible. Est-ce que tu ne penses pas que ça aussi, ça a nui à son image publique
dans le sens où peut-être qu'il n'a pas pris des défaites sur le ring, mais ce sont des choses qui font que le public, vous voyez, ça leur donne des excuses pour critiquer. Bah oui. On dit les absents ont toujours tort et effectivement, quand Yoka il s'est pas présenté, les journalistes ils disaient à la télé, il a fait un no-show. Alors je sais pas pourquoi ils le disent en anglais. Bon, ça c'est encore autre chose, mais il a fait un no-show. Alors moi au début je disais no-show, qu'est-ce que c'est que ça? Et puis après j'ai compris. Mais effectivement, les gens ils ont commencé à dire. En plus, ça on connaît. C'est en drogue, tout le monde est un expert. Tout le monde peut te dire, lui il a des gros pecs donc il est dopé. Lui il a un gros ventre donc il n'est pas dopé. Sauf que quand tu connais, tu sais que ça n'a rien à voir. Ça c'est esthétique. Enfin. Tu regardes Mohamed Ali, il n'avait pas des tablettes de chocolat de ouf et pourtant même Tyson, il n'avait pas. Bon, Tyson c'était un sacré gaillard, mais il n'avait pas un physique de bodybuilder. Golovkin est un meilleur exemple. Ouais, Golovkin, c'est pas un monstre physique quand on a vu des poids moyens comme des Hagler et tout. Par contre, c'est l'un des plus terrifiants en termes de cardio et de force. Ouais, oui, c'est sûr. Non, mais, et pour la drogue, donc effectivement, les gens. Alors déjà, ils étaient un peu énervés parce que voilà, Tony Yoka, apparemment, il se la pète. Moi, j'ai pas encore vu quand est-ce qu'il se la pète, mais bon, faudra me dire. Moi, j'ai déjà vu parce que je regardais les matchs, les gens ils disent ah mais pourquoi il crie, ah mais regarde son adversaire, il est gros, ah mais gna 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 gna. Et puis alors là, la drogue, alors là, c'était vraiment, c'était la goutte d'eau qui faisait déborder le vase quoi. Les gens ont dit c'est un tricheur, regarde avant c'était un petit mec, etc., etc. Ça a nuit à son image, mais après je pense que son image était déjà un peu était déjà pas terrible pour plein de raisons qu'on pourra évoquer, mais cette histoire de drogue, après, les gens, au niveau de la drogue, tout ça, les gens, ils ont la mémoire courte. Je regarde Canelo à l'époque, tout le monde disait c'est une merde, plus jamais je regarderai ses combats. Après, il nous sort le combat de sa vie contre Golovkin, les gens, ils l'ont pardonné. Mais après, en boxe, c'est vrai qu'en France, bon, il n'est pas. Moi, je me souviens que quand il a battu, enfin, déjà le combat de Duopa contre Yoka, c'était un bon baromètre pour voir à quel point les gens n'aiment pas Yoka. Quand tu regardais les commentaires, c'était pète-lui la gueule, gna gna gna. De toute façon, il est trop lisse, machin. Moi, j'ai dit aux gens, vous allez être surpris, franchement. Si vous pensez que Duopa, il va le mettre KO en un round ou deux, vous allez être très surpris. Donc voilà, après, effectivement, ouais, le dopage, ça a nuit à l'image de Yoka, mais l'espoir de Yoka, c'est qu'effectivement, les gens ont la mémoire courte. Donc déjà, là, aujourd'hui, je vois très peu de gens en parler. Donc voilà. Et puis il ne s'est pas fait choper. Ça aussi, il ne faut pas... C'est ça. Ce que j'allais te demander de préciser quand même, c'est qu'il n'a pas, il a pas voilà. été attrapé pour dopage, c'est qu'il ne s'est pas présenté aux trois passages surprises, là, quand il te... Oui. Il a donné des explications. Il y en a un où il était dans l'avion, je crois. Enfin bon, c'est vrai que c'est un peu bizarre. Moi, je pense que tu sais, après les JO, tu rentres des JO, tu es une star. Et je pense qu'il a cru pendant un moment qu'il ne pouvait rien lui arriver. C'est-à-dire que je suis la star, je suis le petit chouchou des fans de boxe et de la boxe, tu vois. Parce que la boxe en France a besoin de lui. On va pas se mentir. Ah ben oui. Et ça, on peut en parler, ça lui a nuit aussi, quoi. Ça lui a nuit, mais bon, en même temps, on peut pas vraiment... par rapport au public, quand il est à la boxe. Et j'en reparlerai j'ai un sujet qui va parler de ça. Mais en tout cas, non, tu m'as fait dévier là. Je sais pas ce que je disais. Moi, je pensais surtout à parce qu'il y avait une interview de Le Banner là avant le combat là avec Duopa où il disait que Yoka devrait être humble et dire non, c'est pas moi le main event, etc. Mais il faut que ce soit lui le main event. Si tu mets Sissoko main event ou etc. Ça va pas. C'est toujours comme ça. Même le match là récemment entre Michel Soro et Cédric Zitu. Voilà. Ouais. C'était eux le main event. C'était pas Arsène Goulamerian. Pourtant, c'est lui le champion, tu vois. Donc, enfin, si c'était le main event, mais c'est ce que je me. C'est lui le main event, mais c'était le combat d'avant parce que moi j'y étais ce jour-là et c'était comme si c'était Michel Soro le main event, quoi. Donc, la boxe, malheureusement, c'est pas que du sport, c'est aussi un spectacle. C'est pour ça que Arturo Gatti, par exemple, a gagné beaucoup plus de thunes que pas mal de champions et pas mal de types qui étaient bien meilleurs que lui parce qu'il était, il était distrayant parce que c'est aussi un spectacle, quoi. Donc Yoka, effectivement, même s'il avait fait qu'un combat, il rapportait plus de thunes qu'un Arsène Goulamerian ou d'autres. Donc voilà, c'était lui le main event, quoi. J'ai vraiment pas lu le fil de ce que je disais tout à l'heure. Ah,
Tu me parlais de la drogue, là, de Yoka, que. Ouais, il a eu un peu ce truc de starification qui arrive à beaucoup hein, quand tu reviens, t'es médaille d'or, tu signes un gros contrat avec une télé française qui t'assure une sécurité pour ton début de carrière professionnelle. Tu vas aux États-Unis pour te trouver un entraîneur. Bon, ils ont pris un peu des vacances. Et c'est dans toute cette période-là de transition entre la star des amateurs et le rien du tout chez les pros, parce qu'il va falloir tout prouver chez les pros, qu'il s'est pris donc ces 3 no-show. Et donc, il s'est pris après la suspension. Et tu sais, juste avant la suspension, il avait encore des combats de prévus parce que je pense qu'il pensait vraiment, à mon avis, il pensait vraiment qu'il n'aurait pas ça. Il n'aurait pas un an. Moi non plus. Moi, je me suis dit sur le coup, il n'aura rien. Et je pense que ça a été un coup dur dans ce sens-là, dans le truc de ah ouais, d'accord, en fait, je peux pas faire ce que je veux, il faut que je revienne un petit peu sur Terre. Et après, il a fallu relancer la machine après cette période d'inactivité. Et je trouve quand même qu'en termes de popularité, depuis, il a pris du plomb dans l'aile quand même. Il a pris du plomb dans l'aile. Moins le même engouement qu'avant. Et est-ce que Tony Yoka s'est complètement racheté depuis? Et qu'est-ce qu'il faudrait pour qu'il se rachète complètement? Alors, pour qu'il se rachète. Alors, est-ce qu'il s'est racheté un petit peu? Oui, parce que de toute façon, quand tu gagnes, c'est bien. En plus, cette victoire contre Duopa, là, j'ai vu beaucoup de. Franchement, ce combat, bon, même les plus haineux, on dit, bon, il y en a qui ont dit arrêt prématuré, gna gna gna. Après, Tony Yoka, pour qu'il se rachète complètement, pour que le public français l'aime, il lui faut un Joe Frazier. Il lui faut un Joe Frazier, parce que là, il est tout seul. Il n'a pas de rival, il n'a pas vraiment de rival. Raphaël Tronchet. À échelle française. Raphaël Tronchet, faut voir. Hein. Après, moi, personnellement, je pense que le combat ne durerait pas longtemps, mais après. Regarde, je vais te dire concrètement. Regarde, je fais des vidéos pour parler du combat contre Hammer. Sur ma série de vidéos, je fais une vidéo pourquoi Tony Yoka ne boxe pas Raphaël Tronchet. Elle fait beaucoup plus de vues que ma vidéo annonce sur le combat de Christian Hammer. Ouais, parce que Tronchet, donc, il y avait peut-être une carte à jouer pour aussi racheter un peu une crédibilité, même si en fait, il n'y en a pas besoin aux yeux des amateurs de boxe comme nous, parce que nous, on sait les qualités d'un Christian Hammer. Mais c'est pas ce dont je te parle aujourd'hui, c'est comment, aux yeux du grand public, dont il va avoir aussi besoin. Alors, bon, aujourd'hui, j'arrête pas de dire maintenant, casse-toi aux États-Unis, t'as plus besoin de la France. Mais il n'empêche que pendant une période, ça lui aurait peut-être du bien de retrouver cet engouement auprès du grand public. Et est-ce que un personnage comme Raphaël Tronchet qui aurait pu jouer le rôle du méchant, ça n'aurait pas été intéressant à vendre ça aurait été intéressant. Quand Tronchet. Alors j'ai vu les médias dire que Tronchet, quand il est monté sur le ring, tout le monde l'insultait, tout le monde lui disait casse-toi. Moi, c'est pas ce que j'ai vu. Il y a beaucoup de gens qui disent à Tronchet pète-lui la gueule, etc. Donc oui, ça aurait pu. Alors moi, j'étais hors du ring et il se faisait insulter, Tronchet. Il se faisait vraiment insulter? Ah ouais. Les gens étaient dans le public, mais moi j'étais. Il y a personne qui l'a. Alors moi, le problème, c'est que j'étais au pied du ring, donc je pense qu'il y avait beaucoup de la team Yoka qui peut pas se le voir. Donc après, je sais pas si j'avais été dans les gradins, est-ce que j'aurais entendu autre chose? Je sais pas. Mais vraiment, ce que j'ai entendu, c'était très hostile envers Tronchet. Tant mieux pour Tronchet si c'est hostile, parce que Floyd Mayweather a bâti une carrière sur ça, sur des gens qui venaient voir ses matchs dans l'espoir de le voir se faire battre. Donc, tu compares Tronchet à Mayweather? Ouais, ils ont le même style un peu. Tu vois, regarde le combat contre Cyril Léonet, tu vas voir. La petite Shirley Felichel, la petite garde de Philadelphie. Je veux pas de problème avec Tronchet, t'as vu comment il est balèze? Ah non, Tronchet, ça. Mais Tronchet, moi, quand je te dis que je pense qu'il ne tiendrait pas contre Yoka, mais ça n'empêche pas d'essayer. C'est comme pendant des années, moi, j'aurais bien aimé voir ça. Après, Yoka, il ne le prend pas, il y a des raisons. Il dit que Tronchet est trop bas dans les classements, etc. Bon, il y a un truc entre les deux, je ne sais pas exactement. Ils ont parlé de WhatsApp, je ne sais pas quoi. Bon, ça Ouais. Mais ça ne me regarde pas, mais en tout cas, Tronchet méritait ce combat sans problème. Tu ne crois pas qu'en France, on a un problème, c'est que ça devient personnel et après, c'est plus du business. Parce que là, c'est deux combattants français, bien classés, connus en France. On peut faire un combat qui fera de l'argent. Mais comme
ils se sont brouillés dans la vie privée. Depuis, ils veulent plus en démordre. Non, bah ça sera chez moi. Non, ça sera moi qui décide parce que moi moi j'ai mon public dans le Nord. Et du coup, ça devient personnel. Et comme ça devient personnel, eh ben, on perd un combat qui, pour le public français, aurait été sympa. Et tous les deux, ils auraient pu se mettre de l'argent dans la poche. Ouais, non, mais c'est vrai, il y a eu beaucoup de combats ratés comme ça, et pas qu'en France d'ailleurs. Mais ouais, on peut. T'as d'autres exemples de combats comme ça? Carlos Takam, Jopa. Franchement, ça aurait fait un super combat à une époque. Ça aurait fait un super combat, mais ouais, pour le coup, je sais pas. Pour le coup, quand c'était tous les deux connus, qu'il n'y avait personne dans le monde de la boxe poids lourd française. Franchement, ça aurait ramené un engouement en France, mais comme ils avaient des intérêts à l'étranger et tout. Bah, bref, on va pas refaire l'histoire, mais ce que je veux dire, c'est que souvent, voilà, et dans le monde de la boxe, c'est encore pire, c'est vraiment des affaires personnelles, et du coup, ils n'arrivent pas à faire un business lucratif. Ouais, c'est dommage. Bah, pour les deux, en plus, c'est dommage. J'imagine que les deux, ils restent campés sur leur position. Yoka, il lui donne pas assez d'argent. L'autre, il dit que Yoka me donne pas assez d'argent, etc. Après, c'est vrai que Tronchet, il y a des gens qui pourraient lui rétorquer que même si contre Yoka, il gagne pas beaucoup, une fois que tu as boxé Yoka, tu peux pas recevoir les mêmes bourses que tu as reçues avant. Tu vois, donc j'imagine que c'est plus qu'une histoire d'argent, mais moi, je pense que Tronchet, je pense qu'il veut le match, mais c'est Yoka qui ne le veut pas forcément. Pour des raisons personnelles et de carrière. Après, c'est dommage parce que je me souviens que dans la vidéo avec toi, il disait pourquoi les Français ils s'affrontent pas, gna 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 gna. Bah, tout à fait. Après, attention. Il disait ça au moment où il avait provoqué du Opa, donc c'était destiné à du Opa. Non, il a affronté du Opa, c'est vrai. Et je pense que quand il a défié du Opa, il était déjà passé à autre chose par rapport à Tronchet. Parce que Dioppa était une autre marche. Soyons réalistes aujourd'hui, il était déjà passé à autre chose. Et je pense qu'à partir de là, avec son équipe, ils avaient prévu un autre plan. Même si des retours que j'ai, si ça tenait qu'à Tony, il l'aurait fait, ce combat contre Tronchet. Mais ça vient aussi parce que c'est pas que lui qui décide tout le temps, il faut aussi le comprendre. Donc voilà. Après, donc, ça, on en a parlé, on a donné notre avis là-dessus. Est-ce que tu penses qu'un titre pour Tony, parce qu'aujourd'hui, il n'a toujours pas de titre, pourrait aussi le racheter un peu en termes des yeux du grand public? On pourrait dire, d'accord, Tony, maintenant, il est champion de... déjà, ce serait le premier champion français poids lourd de l'histoire, donc ça serait incroyable. Après, je pensais pas jusque-là. Je pensais pas jusque-là. Par exemple, le champion de France, champion d'Europe, tu vois. Pas jusqu'encore. Là, on va trop loin là. Voilà. Je parle de là maintenant pour se racheter en termes des yeux du grand public. Est-ce qu'un titre, tu vois, pas un titre majeur de champion du monde. Ce serait déjà pas mal, c'est sûr. En plus, moi, je vois à chaque fois les gens qui disent, même quand il a boxé Hammer, les gens qui commandent, qui disent. C'est le gardien, c'est le vigile de chez Lidl ou je ne sais pas quoi. Là, en l'occurrence, c'est un Croate, c'est ça, qui est plutôt baraqué, etc. Donc ça passerait mieux pour Tony. Après, je sais pas. Moi, des fois, on a l'impression que Yoka, quoi qu'il fasse, les gens vont trouver quelque chose de mal à redire, tu vois. Donc moi, dans le fond, un titre européen, c'est très bien. Mais il y a des gens je pense qu'il y a des gens quand même qui vont dire, ouais, il est champion d'Europe, certes, mais si demain il passe en mondial, il va se faire massacrer. Ou alors, son adversaire, de toute façon, il n'est pas connu. Mais c'est sûr que ce serait quand même mieux. C'est quand même quelque chose qui doit viser championnat d'Europe. D'autant plus que... Tu sais, par rapport à la remarque, là, c'est un... Comment ils disent, voilà, c'est un vigile de chez Lidl, ou tout ça. Tu sais, maintenant, c'est devenu un peu le jeu d'avoir le tweet le plus marrant. Donc, c'est pour ça que moi, je ne les considère plus du tout, parce que, en fait, au début, c'était drôle et, on va dire, assez justifié. Et c'est pour ça que je faisais une démarche d'explication pour dire que voilà, c'était un début de carrière professionnelle et chez les pros en boxe, on doit se monter un CV qui est ton palmarès. Mais après, dans certains temps, ça ne sert plus à rien de leur répondre parce qu'il faut parler avec les gens qui parlent boxe. Et là, on parle face à d'autres mecs qui ont des CV. Donc, tu vas prendre des mecs qui ont des CV aussi. Donc là, c'est plus intéressant. Donc après, bon, ça, voilà, cette remarque, elle me fait plus rire, en fait. Voilà. Et donc, il ne faut plus leur donner de chance. Et, j'ai vu ça sur Hammer, je me suis dit, putain, un mec qui tient 10 rounds contre Ortiz se fait traiter de videur chez Lidl, c'est assez drôle. Mais après, moi, c'est ce que je t'avais dit une fois, quand tu regardes bien, tu sais, quand tu as lu les bouquins sur Mohamed Ali, tu connais sa carrière et tout, ils ont un peu le même début de carrière sur certains points. Le mec au JO,
parce que Mohamed Ali, aujourd'hui, c'est le mec qu'on adore, etc. Quand tu regardes les archives de l'époque, il y a beaucoup de gens qui ne l'aimaient pas, qui disaient qu'il allait se faire massacrer. En plus, lui, Ali, à chaque fois, il faisait des combats en disant, lui, je vais le mettre KO en 5 rounds, et après, il y arrivait et tout. Mais il a eu des merdes. Moi, j'ai pensé à ça quand il s'est battu contre Hammer, et qu'il a dit avant le combat, et en plus, il n'a pas parlé comme Ali, il a dit, Povetkin et Ortiz l'ont pas mis KO, si moi je le mets KO, c'est bien et tout. Lui, Ali, il avait carrément dit, en parlant d'un de ses adversaires qui s'appelait Doug Jones, je vais le mettre KO en 5 rounds. C'est pas du tout ce qui s'est passé. En fait, Ali, il a eu un combat super difficile. Il a failli être knockdown au premier round, etc. Je sais pas si tu l'as vu, ce combat. C'est un vieux combat en noir et blanc d'il y a assez longtemps. Et il s'est fait huer alors qu'il avait gagné, quoi. Et pendant longtemps, et puis tu vois, même quand il est champion, tu vois des interviews de Rocky Marciano où il dit, ouais, le petit, il est talentueux, mais est-ce qu'il est dur, etc. Donc, je pense que ouais, Yoka, tant qu'il n'a pas un combat où il galère et il monte des tripes, il y aura des gens pour dire que c'est trop facile pour lui. Donc, même s'il est champion d'Europe, ça dépend. J'imagine que c'est à double tranchant. S'il est champion d'Europe facilement, les gens diront, ah, mais le mec en face, il était mauvais. Et puis, s'il galère, on dira, regardez-le, il galère contre un Européen, qu'est-ce que ça va donner? Mais bon, malgré tout, il faut qu'il le fasse. Il faut qu'il le fasse. Après, Ça pourra que. Ça, c'est pas que à Tony, parce qu'on a eu la même réflexion avec Floyd Mayweather. Ouais, mais il court dans ses combats. Wilder, ouais, mais il sait pas boxer. Le jour où il va tomber contre un mec qui sait boxer, il va rien faire. Tu vois, tu sais comment il l'appelle, Wilder, aux États-Unis? Comment on appelle ça? Moulin à vent. Le moulin à vent d'Alabama, là. Windmill of Alabama. Ah là là. Mais oui, donc oui, t'as raison. C'est pas qu'à lui qu'on reproche ça. Et puis c'est aussi parce que c'est pas un puncher, c'est pas un mec qui a forcément le style le plus spectaculaire qui soit. Donc bon, toi ou moi, on trouve ça spectaculaire, mais quand tu montes le KO de Duopa et tout à des gens, enfin, c'est pas aussi impressionnant qu'un. Enfin, on dit toujours ça, mais c'est pas aussi impressionnant qu'un Tyson, c'est pas aussi impressionnant qu'un Daniel Dubois. Non, je suis d'accord. Il y a ça qui joue aussi. Comment tu imagines là 2021 maintenant donc il fera pas son deuxième combat, son dernier combat, c'est un peu dommage, mais bon, il finit bien l'année, franchement, voilà, c'est une super fin d'année pour lui sportivement. Il prend deux bons noms. Et est-ce que là 2021, ça serait pas le moment de prendre un prospect et comme nous a fait Joe Joyce et Dubois? En allant chercher un mec, tu vois, qui a les mêmes objectifs que lui. Parce que prendre un Duopa et un Hammer, c'est des bons boxeurs qui ont du métier, qui ont un palmarès, qui ont prouvé, mais qui ont plus des objectifs de devenir des champions du monde, tu vois. Oui. Alors que quand tu vas chercher un mec qui lui aussi a l'objectif de devenir champion du monde, et ben là aussi, les gens vont pouvoir se dire, ok, là, il est face à un mec qui va vraiment, vraiment vouloir gagner, mais pas gagner pour battre Yoka, gagner pour aller encore plus loin. Et ça, dans l'esprit des gens, ils en ont aussi besoin. Et nous aussi, en tant que public box, c'est quelque chose qu'on veut voir. Sûr. Et c'est pourquoi Joe Joyce, je pense que toi, tu étais excité. Moi, Joe Joyce Dubois, j'ai toujours dit. En fait, ça, c'est le genre de combat. C'est peut-être pas un combat très spectaculaire, mais pendant tout le combat, tu es là, tu réfléchis, tu es là. Oh, bon, ça, putain, regarde comment il est Dubois et tout. Moi, c'est ce que en fait, ça, déjà, enfin, je vais pas te faire le résumé de ce combat, mais ce combat, je l'ai vu au bout de 2 secondes. Je me suis dit, putain, Dubois, ils auraient jamais dû le mettre là. Ils auraient dû lui mettre quelques combats avant. Il avait l'air, je dirais pas jusqu'à dire tétanisé, mais par rapport à Joe Joyce, il était très stressé, quoi. Alors, pour ce qui est de Yoka, cette erreur n'est pas faite parce que Yoka, justement, il a déjà affronté des types comme Duopa ou Hammer ou Allen ou Michael Walish ou comment il s'appelle, c'est pas Ustinov, c'est l'autre, le Russe qui est encore plus grand que lui là. Je sais plus. Dimitrenko, Alexander Dimitrenko. Voilà, il a affronté des types comme ça, donc il a monté lentement mais sûrement. Donc, et là, s'il se tape le champion d'Europe, là, donc j'ai oublié le nom, et qu'il le bat, il peut tenter un prospect. Alors maintenant, la question, ça va être qui? Faut voir qui sera disponible. Faut voir qui sera disponible à ce moment-là. Je sais que Joe Joyce, on l'a vu, n'est pas intéressé par une revanche contre Yoka, en tout cas pas tout de suite. Alors pourquoi? Moi, j'ai ma petite théorie à ce sujet-là. Mais bon. Tu penses qu'il est persuadé de le perdre? Non. Je pense qu'il se dit dans sa tête que le risque est plus grand que ce que ça peut être. Parce que s'il bat Yoka, il doit se dire Yoka, je peux le battre, mais même si je le bats, ça va ramener quoi au fond?
Parce que c'est vrai, en soi. S'il bat Yoka, ça ne va pas forcément lui ramener une chance mondiale. Contre Usyk, oui. Parce qu'il veut une revanche contre Usyk. Donc, Ouais, d'accord. Dans ce sens-là, ok. parce que, Ok. en fait, le truc, c'est quoi? De ce que j'ai vu, tu as la ceinture WBO. Ouais, qui va être vacante, sûrement. Ah, t'as bugué là, t'as reçu un appel ou pas? Parce que ça était à la WBO qui sera Ouais, sûrement vacante pour que la Usyk la W, je récupère. ne sais pas si elle est forcément vacante, mais il y avait un délire entre. Comment il s'appelle? Frank Warren. Frank Warren, il avait dit que pouvait y avoir une ceinture WBO entre Usyk et Dubois à un moment donné. Il y avait une D'accord. possibilité parce que si Joshua il défend pas contre je sais pas qui, enfin bref, il y a une histoire. Donc on pourrait supposer dans un futur hypothétique que il y a la ceinture WBO qui tombe, qui soit vacante. Euh, Joe Joyce et Usyk s'affrontent pour l'avoir. L'un des deux l'emporte. Moi, je parierais sur Usyk, mais bon, chacun son diagnostic. Et donc après, là, à ce moment-là, est-ce que Yoka affronterait Usyk? Il faudrait qu'il affronte un prospect avant. Et alors vraiment qui est là dans le top 10 et tout, mais effectivement, moi, j'aurais bien hâte de voir ça, quoi. J'aurais bien hâte de voir ça. Après, qui? Peut-être Ergovic. Pourquoi pas? Parce que Ergovic est très, très ambitieux et il veut affronter tout le monde. Après, le problème, c'est que Ergovic, il est pas classé de ouf parce qu'il a encore affronté personne qui soit vraiment bien classé. Donc, ça pourrait être n'importe qui. Après, Yoka, il va souffrir du fait qu'il est français et que voilà, quoi, dans les classements, c'est surtout les Américains, les Anglais et les boxeurs d'Europe de l'Est, quoi. Et il y a très peu de place pour le reste, quoi. Donc, il va souffrir de ça et puis on verra bien, quoi. Toi, tu le verrais bien contre qui? Effet à Jagba. Ah, Ce serait effet top. Adjagba, ce serait top, et je pense qu'en plus il peut le battre. Adjagba, il a sa réputation. Adjagba, il a pris un gros coup parce qu'il y a un combat avant où il a affronté un mec que Joe Joyce avait massacré et d'autres, et il s'est mangé un knockdown un peu bizarre où il se fait à peine toucher, enfin à peine toucher. C'est pas moi qui me prends le coup, hein, mais il se mange un coup où il est à peine touché, il tombe, il se relève, machin. Et maintenant Jonathan Rice qui met pas KO, alors qu'il y a d'autres mecs qui l'ont mis KO, donc ouais, non, mais moi je pense que Adjagba, il est pas prêt il se sent pas prêt, etc. Donc en 2021, il va pas boxer. Je pense pas qu'il accepterait un combat contre Yoka. Mm. Moi, j'aimerais Ouais, bien le voir. Donc contre Adjagba, ouais. Contre qui d'autre on pourrait penser à. Alors moi, je pensais à quelqu'un, mais si les deux ils s'affrontent, il y a un poids lourd qui est très dangereux, c'est Michael Hunter aussi. ouais. Michael Ouais. Hunter qui est très 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 dangereux, qui a fait match nul contre Très bon Povetkin, boxeur. etc. Après, Yoka, il est intelligent, c'est dangereux pour lui, ça. Ah, ouais, non, C'est dangereux non, pour lui. Donc, très mauvaise idée. Ce après, genre. faudra voir qui est premier dans les classements à ce moment-là. Mais honnêtement, je pense pas que Yoka peut avoir une chance mondiale en 2021. En 2022, éventuellement, mais pas en 2021. Ouais, faut voir. Fin 2021, ce serait peut-être idéal pour lui quand même, en Parce termes de qu'il timing. va y avoir sûrement des unifications, quoi. Donc, Ouais. C'est ça le problème, c'est que le marché de la boxe poids lourd, il est un peu bizarre, c'est que on nous promet un peu des combats, mais on sait très bien qu'ils peuvent mettre des années à arriver, et puis il suffit qu'il y ait un Andy Ruiz qui vienne foutre le bordel. et ben voilà, Andy Ruiz, voilà un bon combat contre Yoka. Mais Andy Ruiz, c'est un danger pour tout le monde. Franchement, s'il tape Andy Ruiz, je serais choqué. On va Je serais regarder le match, on va choqué. être comme ça. Ah ouais, je serre les fesses. Ça. Moi, c'est comme Mais ça. en Même, plus, il est dangereux, Andy Ruiz. Il est très dangereux. Andy Ruiz, il mérite tellement de revenir dans la partie. Mais le problème, c'est que on ne sait pas son sérieux là. Tu sais, Andy Ruiz, quelque part, il a réussi le rêve de sa vie. Par la boxe, il est devenu millionnaire et célèbre. Et il retrouvera jamais la mentalité qu'il avait quand il est Non, il a monté sur battu. ring contre Ouais. Joshua au début. Alors que, ça va être un peu paradoxal ce que je vais dire, mais Tony Oka, il est né pour briller. Donc, il a toujours voulu ça, tu vois. Donc, en fait, que Yoka, il perde ou qu'il gagne, il voudra ce truc d'être sur le toit du monde. Mais il y a des boxeurs qui, quand ils y touchent, ils seront plus jamais les mêmes, tu vois. Et il y en Ouais. a d'autres qui, comme des Joshua, qui consacrent leur carrière à être sur le toit du monde.
Et après, tu as des mecs comme Fury qui sont incompréhensibles. C'est-à-dire que tu sais pas si c'est pour le sport, ou si c'est pour sa femme, pour son père, tu sais pas d'où ça lui vient, lui. Fury, Fury, à une époque, c'était un peu le bordel. Bon, là, c'est un peu mieux aujourd'hui. Ouais, mais Andy Ruiz contre Yoka, ce serait tendu. Ce serait pas forcément très intelligent non plus de la part de Yoka, parce que Ruiz, il est classé, mais c'est pas. Non, il lui faudrait un Povetkin, tiens. Non, moi je suis pas d'accord. Prendre un Andy Ruiz maintenant, tout le monde sait que personne va le prendre. Si tu le prends aujourd'hui, tu dis je veux Andy Ruiz et que tu le tapes, tout le monde flippe de toi. Ouais, mais je pense que ce serait plus intelligent de prendre Povetkin, parce que Povetkin, quand il s'est battu contre Dylan White, moi j'ai vu un Povetkin assez affaibli quand même par rapport à une certaine époque, mais qui a réussi à briller et à mettre son bon coup au bon moment. Quand tu regardes Povetkin, il ne gagnera pas le match retour. Il n'y a pas eu de match retour. Je crois que le match a été annulé. Oui, parce qu'il y a le coronavirus. Mais il fera son match retour. Ils vont le faire. Ils vont le faire, match retour. Et il ne gagnera pas le match retour. Je ne pense pas. Après, dans la boxe poids lourd, tout est possible. Mais il faut être réaliste. Vu le combat qu'il a fait contre White, voilà. Après, White, ça peut lui avoir fait du mal, ce KO. Mais bon, voilà. Mais bref. Non, Andy Ruiz, ça serait une dinguerie de prendre Andy Ruiz. Mais alors là, ça serait. Là, si quelqu'un vient me dire qu'il n'est pas courageux, Yoka, si demain il dit. Il est courageux, mais après. Ça serait. Après, en France, tu peux le vendre en disant le mec a battu Joshua. Mais il y a encore des gens qui vont dire alors là, ouais, bon. Mais attends. Même moi, s'il le prend et même s'il se fait taper, moi, je mets respect total. Parce que là, je te dis, personne ne veut le prendre, Andy Ruiz. Personne ne va vouloir le prendre. Oui, en fait, Andy Ruiz, là, c'est l'ours dans sa grotte un peu. Il boude un peu et les autres boxeurs sont bien contents qu'il boude et ils vont certainement pas aller. Tout le monde est bien content que Joshua ait repris ses titres. Tout le monde est bien content que Andy Ruiz il arrête de s'entraîner et qu'il reste gros. Crois-moi. Crois-moi, plus personne ne veut prendre Andy Ruiz, ça c'est sûr. Ça, c'est sûr. Même quand il se battait contre Joseph Parker, là, il est vif Parker, mais quand il se battait avec Ruiz, il était dépassé par la vivacité de Ruiz, quoi. Vraiment, c'est à se demander si Ruiz était mince, comment il serait, quoi. Non, mais en fait, ça peut être hyper stratégique ce que tu dis, parce que si tu te dis, c'est comme Wilder. Wilder, la grande interrogation, c'est est-ce qu'il est capable de revenir? Peut-être que là, il est complètement détruit mentalement. Ça se trouve, Wilder, c'est pile le bon moment pour le prendre. Parce que s'il est détruit mentalement, ça se trouve, tu n'auras que l'ombre de Wilder et tout le monde va dire putain, le mec, il a tapé Wilder. Tu vois? Et Ruiz, c'est peut-être la même chose. Peut-être que là, Ruiz, il n'aura plus jamais la même fin. Et du coup, ça serait le moment parfait en termes de timing pour le prendre. Mais le problème, c'est qu'on ne sait pas avec ces mecs-là. Parce que Wilder, il peut super bien s'entraîner et de sortir son coup miracle. Et Ruiz, s'il est juste un peu bien entraîné, c'est un super boxeur. Donc les deux sont. Et ça serait un bourbier. Donc, c'est trop. Tu vois, c'est super risqué de prendre ces mecs-là. Non, mais c'est dangereux. En plus, moi, c'est deux boxeurs que j'aimerais bien revoir parce que, bon, en termes de style, je les aime beaucoup, surtout Wilder. Et effectivement, Wilder, quand tu vois les vidéos là, avec la musique, avec la muclise derrière, avec l'église derrière. Pour moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, c'est terminé. Silence is gold, but my ears can see. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, bon, bref, il a l'air un peu désabusé, mais c'est peut-être une stratégie après. Dans toutes les périodes de boxe, il y a un moment comme ça où tous les challengers et tous les champions sont bien établis. C'est un peu toujours les mêmes depuis quelques années. Et là, tu regardes, depuis plusieurs années, c'était quoi? Joshua, Wilder, Fury, Povetkin, Ortiz. Povetkin, Ortiz, White. C'était le truc comme ça, tu vois. Et après, c'est un peu comme dans une entreprise, tu vois, tous les postes clés sont pris et puis il faut attendre que ça revienne, ça se remplit régulièrement, quoi. C'est comme tu regardes, je sais pas, à l'époque de Lennox Lewis, à un moment donné, tu avais Lennox Lewis, Holyfield, Tyson, Michael Moorer, Riddick Bowe. Voilà, c'était toujours les mêmes et qui avaient tous au-dessus de la trentaine. À part Tyson qui était toujours jeune. Non, même lui à cause de la prison là. Oui, il avait je crois 30 et Holyfield 35 ou un truc comme ça.
Donc là, ouais, en ce moment, c'est tous des trentenaires, mais après, c'est quasiment que dans les poids lourds. C'est quasiment que dans les poids lourds. Dans les welter, tout ça, ça a tendance à se réinventer un peu. Ça a tendance à se réinventer un peu plus vite, quoi. Il y a un truc aussi qu'il faut prendre en compte parce on a suivi Yoka, on a eu les déboires et tout, mais il y a un truc qu'il faut aussi que ça nous pousse un peu au cul, même nous qui le supportons, c'est que normalement cette année on aurait dû avoir un nouveau champion olympique des poids lourds, des poids super lourds, et donc un nouveau nom qui aurait été potentiellement un futur prospect, hein, comme on dit. Et la génération Rio, la team solide qu'on a tant supporté, qu'on a tant aimé, qui a fait tant de bien à la boxe en France. Eh ben, tous, ils ne sont pas allés aussi loin que ce qu'on aurait pu l'espérer en 4 ans, tu vois. C'est-à-dire que Christian Mbili, depuis quelques temps, c'est un peu au point mort, alors qu'il avait eu une montée fulgurante et puis ça stagne. Tu vois, Sissoko, il y a plein de galères. À qui on peut penser d'autres Estelle Yokamouski, elle a eu un titre. Estelle Yokamouski, elle a eu un titre, mais c'est le titre IBO, donc c'est pas non plus... voilà, il faut raison garder. Yoka, bon, il a eu des sacrées difficultés, bon, on en a suffisamment parlé, donc voilà. Donc, quand même, là, moi, c'est un peu mon signal d'alarme en me disant, putain, là, ça devait être une année olympique. Ouais, et ça allait pas, et du coup, il n'y aura pas de renouvellement, quoi. Non, mais, et puis, il faut se dire, c'est pas parce que ça allait pas qu'il faut oublier que, il aurait fallu peut-être accélérer un peu les choses pour nos espoirs, parce que, comme tu dis, grave, ouais. Après, en France, c'est difficile, on le sait, hein, tout l'argent va dans le foot, dans le tennis, dans le rugby, etc. Yoka, c'est une exception. Y a pas... Moi, il y avait un prospect que j'aime beaucoup, c'est Louis Toutain. Et alors, il ne fait pas partie de la team solide, il me semble. C'est ça, c'est pour ça que je ne t'ai pas relevé. Oui. Oui. Mais lui, par exemple, je sais qu'il a eu une défaite, mais même dans sa défaite, le match était beau, donc j'ai dû trop le voir. Après, Mbili, je le vois souvent sur Insta, etc. C'est un sacré boxeur. Il est motivé. Et s'il continue, en plus, il est dans une catégorie. Là, il est monté en super moyen, c'est ça? Ou il est en moyen? Non, il est en super moyen. Il est monté. Ouais, les super moyens. Les super moyens, c'est la caté de Canelo. Lui, il veut Canelo, Mbili. Hein. Il a toujours dit il veut Canelo. Ouais, il veut Canelo. Canelo, je sais pas si Canelo veut Mbili, mais bon, peut-être qu'il l'aura un jour, on sait pas. Hein, mais... Ouais. S'il continue, on verra bien. Le problème, c'est que là, pour l'instant, c'est même pas envisageable, en fait. Bah non. Son nom, il est même pas dans les petits papiers de la team Canelo. Donc là, il faudrait déjà faut vraiment qu'il mette un coup d'accélérateur. Déjà, il faut boxer. Mais c'était pour moi, le gros point négatif, c'est ça. C'est que toute cette team solide, finalement, il y a eu un super merchandising autour d'eux au début. Et ça s'est essoufflé. Un peu aussi de la responsabilité de Tony, mais j'avais pu en parler avec lui dans l'interview que j'avais faite. Hein. J'avais dit en même temps, tu vois, le fait que les boxeurs qui boxaient en sous-carte ne peuvent plus boxer, et c'est vrai qu'ils se sentaient un peu impliqués là-dedans, parce que c'est vrai qu'il y avait tout un engouement, et en sous-carte, il y avait des mecs qui boxaient, et quand il y a eu sa suspension, les gars, ils n'avaient plus le nom de Tony pour boxer, tu vois, parce qu'en France, parce qu'en France, les télés, elles ne suivent pas. Juste pour des noms comme Sissoko, tout ça, non, ils ne vont pas monter un événement pour Sissoko. Alors qu'ils auraient pu le faire, tu vois. C'est ça qui fout un peu les boules en France. C'est que non, il faut vraiment qu'il y ait Tony Yoka. Ou alors qu'il y ait un championnat du monde. Sinon, on ne les fait pas boxer. Ouais, mais vous tuez leur carrière, les gars. Et ça, c'est le point négatif, tu vois. C'est que à trop reposer sur Yoka, on a fait du mal à la carte de boxeurs. Beaucoup de boxeurs, Les mecs qui étaient censés boxer dans la carte de Yoka et qui se sont retrouvés qui se sont retrouvés dans le mal, quoi. Yoka, c'est le plus indispensable, mais il faut qu'on apprenne aussi à faire sans, tu vois. Si Yoka il est pas là, si demain Yoka il se blesse et que sa carrière elle s'arrête, il y a quand même des champions qui méritent d'être aussi la tête d'affiche. Donc voilà, c'est important aussi de rester sur ce point-là, même si c'est un point un peu plus négatif. Pour moi, il faut en prendre conscience, tu vois. C'est ça, ouais. Et puis en plus, avec ces histoires de Covid, etc., il n'y en aura plus que pour les grosses affiches, quoi. Donc, tous ces mecs-là, effectivement, ils en ont souffert, et même psychologiquement, pour eux, ça doit être dur, quoi, de se dire qu'on dépend de quelqu'un comme ça. Mais bon, espérons qu'avec le temps, parce que aussi, je pense que Yoka, Yoka, ça a l'air d'être un type intègre, et je pense que si Yoka, demain, il retrouve un peu d'aplomb, quoi,
il pourra faire quelque chose pour ces gars-là, je pense. Ou peut-être que ces gars-là, d'ici là, ils auront trouvé quelque chose. Il me semble que Billy, il a des connexions au Québec. Bah c'est bon, Billy, il a signé avec Tiger Promotion, là, un truc comme ça. Il n'est pas avec Yvonne Michel? Non, c'est fini ça. Ils sont séparés là, il n'y a pas si longtemps. Ok. Il était avec Yvan Michel et il avait un accord avec Asloum pour pouvoir boxer en France et avec Yvan Michel. Puis Yvan Michel s'est séparé, donc il allait peut-être partir complètement avec Asloum. Ça se discutait au moment où je l'ai rencontré. Et finalement, il a signé avec Tiger Promotion, je crois que ça s'appelle comme ça. Donc ça reste avec le gros des boxeurs avec qui il s'entraîne, qui sont dans ce truc de promotion. Donc disons qu'il est resté avec les gars locaux, quoi. Voilà, c'est compliqué, tu vois. Vraiment, on peut comprendre que des mecs comme Sofiane Oumiya, ils soient craintifs à passer chez les pros. Parce que quand tu vois comment c'est galère d'avoir une carrière stable, c'est compliqué, quoi. Franchement, même pour des mecs comme ça, qui sont des stars dans le milieu de la boxe français, ben non, on ne peut pas leur assurer qu'ils vont pas, tu vois, se faire sauter leur combat, tu vois. C'est vraiment compliqué. Ouais, c'est... mais il n'y avait pas eu une histoire récemment, là, il devait y avoir un match, et un des deux avait le Covid, donc on a annulé. Pour qui? Un boxeur français, là. El Moussaoui, Nordine, Karim Gerfi. T'as les trois, ça s'est passé comme ça. Gerfi, peut-être. Ouais, par contre, ce qui s'est passé pour Nordine Oubaly, c'est horrible. Ce qui s'est passé pour Nordine Oubaly, c'est horrible, parce que vraiment, c'est un des seuls champions français qu'on a. En plus, c'est vraiment un mec, il a boxé aux États-Unis, au Japon, etc. Et tu vois ce qui lui arrive. Je vais en faire un sujet parce que ça m'a. Ouais, parce que si tu te dis que même un mec comme Oubaly, il est pas. Personne n'est à l'abri en fait, parce que tu regardes même Yoka qui est la grosse star et tout, il y a eu un problème de dopage, ils l'ont interdit. Tu penses que si Zidane à l'époque, je dis un nom comme ça, Zidane avait été testé positif à quelque chose, on lui aurait fait ça? Je pense pas. Tu vois, donc la boxe, ouais, vraiment. La boxe, vraiment, ouais, c'est la boxe en France, la boxe pro en France, c'est pas sûr. C'est pas sûr. Il y a très peu de personnes qui peuvent en vivre. Ouais. Mais bon, c'est quand même mieux qu'il y a quelques années. Ouais, mais c'est là que tu te rends compte que c'est encore plus dur, c'est que avec tout ce qu'on dit là, comme c'est galère et tout, quand il y a un mec qui sort son épingle du jeu, qui peut avoir un contrat sécurisant, qui se trouve un entraîneur aux États-Unis et tout, on va quand même le prendre, tu vois. Enfin, il y a quand même avoir beaucoup de personnes qui vont le découper et l'attendre au tournant pour le moindre truc. Donc c'est pour ça que les boxeurs, c'est vraiment un métier difficile et moi je leur tire mon chapeau parce que c'est déjà qu'ils souffrent à l'entraînement, ils souffrent sur le ring. Leur carrière, elle se joue à ça. À chaque moment sur le ring, ils jouent leur carrière et que tu vois que c'est dur. Hein. C'est pour ça que moi je les soutiens du mieux que je peux. Hein. Ouais, grave. Falloir que t'ailles bosser, toi, non? Hein? Falloir que t'ailles bosser là. Non, ça va, tranquille. Ça va. On peut dire on avait jusqu'à 18h30. Il est 18h25. Ouais, mais ça dépend. Je peux commencer quand je veux, t'inquiète. Pas de souci. D'accord. Il y a des choses que tu voulais rajouter ou pas? Parce que moi, là, on doit être à 1h, je pense, 1h10. Il y a peut-être des parties que je vais un peu réduire, mais dans l'ensemble, on peut tout garder. Et il y a peut-être un autre sujet que tu voulais amener Non, moi, ce serait plutôt un message quoi, aux gens qui écoutent. C'est que on a le droit de pas aimer Tony Yoka, le personnage. On a le droit de pas aimer son style, on a le droit de pas aimer la façon dont il parle, on a le droit de pas aimer, je sais pas moi, sa religion, ce que tu veux, mais faut que les gens fassent la différence entre la personne et le sportif. On peut pas se prétendre être fan de boxe français et dire et cracher sur Yoka en permanence. Même si tu ne l'aimes pas, tu dois au moins avouer que Yoka c'est un mec qui rapporte du fric à la boxe, qui permet à d'autres boxeurs de boxer, qui remonte notre réputation à l'étranger, parce que je peux te dire que quand Yoka il a battu Dave Allen, les Anglais ils ont fait dans leur froc. Aujourd'hui ils vont te dire que c'est faux, mais c'est pas vrai, ils ont fait dans leur froc. Ils ont vu Dylan White mettre tout ce qu'il pouvait sur Dave Allen, ça lui a rien fait. Après ils ont vu Tony Yoka le stopper, ça les a voilà. Donc voilà, Tony Yoka, c'est un mec, il n'est pas parfait, mais bon, on s'en fout. Hein, c'est pas, il y a eu les trucs de dopage, mais bon, faut pas être trop négatif. Quand tu aimes la boxe, moi je suis désolé, Evander Holyfield, c'est mon poids lourd préféré. Le gars, c'est probablement injecté une pharmacie toute sa carrière, quoi. Donc à un moment donné, faut être un peu indulgent. Faut être un peu indulgent. C'est pas et en tout cas respecter ce que Tony Yoka apporte à la boxe en France.
Ouais, non, je suis d'accord avec toi. Bon, après, bon, il y a des personnes qui critiquent, mais quand c'est zéro argument, j'ai envie de te dire, ça me passe au-dessus, tu vois. Parce que Oui. moi, j'ai des personnes qui commentent exclusivement mes vidéos où je parle de Tony Yoka, mais pour me critiquer parce que j'en parle. C'est-à-dire qu'ils me suivent, mais pour venir me reprocher de parler de Tony Yoka. Et c'est là, Ouais, j'en vois des fois, j'en vois des fois. Mais les gens, c'est des Et rageux. C'est comme toi, quand tu as montré tes combats en amateur, là. Moi, j'ai vu des commentaires, t'as pas de physique, j'étais là. Ouais. Ça, c'est des rageux, ça, c'est des gens qui n'ont jamais eu les couilles de monter sur le ring et du coup sont jaloux de ceux qui l'ont fait, quoi. Donc, ça, effectivement, il faut même pas relever. Ça, faut même non, pas relever, ou alors. c'est pour dire que moi, comme tu dis, tu peux pas l'aimer pour X ou Y raison, mais donne-moi des arguments box, tu vois. Et moi, ça me fait Ouais, rire. C'est juste, ah non, mais toi, t'es trop supporter Tony Oka. Surtout que moi, j'ai toujours revendiqué être supporter Tony Oka, et ouais. pourtant, j'essaie quand même d'être objectif dans l'analyse que je fais de ses combats. J'essaye, après, peut-être que Moi, je suis j'avoue, pas. j'avais du mal un peu avec son style au début, mais à partir de Dave Allen, j'ai dit c'est bon, il m'a convaincu. Il m'a convaincu. Mais ça me fait chier parce que je vois justement, des fois, rarement, je vois des gens qui sont des vrais fans de boxe et qui n'aiment pas Yoka et qui me donnent des raisons pas toujours. Enfin voilà, quoi. Si tu me dis que t'aimes pas Yoka parce que c'est pas un puncher, écoute, Mohamed Ali, c'était pas un puncher. Pernell Whitaker, c'était pas. Bien Mayweather, c'était sûr. pas un puncher. Il y avait plein de gens qui l'aimaient. Ouais. Voilà. En plus, Yoka, c'est un type, il court. Enfin, il court pas. C'est plutôt même un mec de la mi-distance, ce qui est assez dommage quand tu Ouais. vois son style, mais quand tu vois son corps longiligne, mais bon, il aime la mi-distance, donc vraiment, Non, je suis d'accord avec toi. il a un peu. Et puis ça correspond aussi à la mentalité qu'on a en France là. Moi, quand j'entends des gens dire que Tony Yoka il se la pète, j'ai envie de leur montrer des interviews de. Tu connais Chris Eubank? Chris Eubank. Alors lui, Je non mais sais. j'étais. Tu sais que Chris moi, Eubank. je vais avoir le physique de son fils, moi. Ah, mais même son fils. Son fils, il est Moi, d'une arrogance. Enfin, je sais pas si tu vois. ouais, À un bien moment sûr. donné, Bah, le mec, c'est ça. il est avec James DeGale, il dit I'm more good looking than you, I'm better than you, I'm stronger than you, you're outgunned in every department. Genre, j'ai des plus gros flingues que toi sur tous les départements. Enfin, voilà, il sort des trucs. Mais lui, contrairement à son père, en fait, bon, il est drôle, mais moins, parce que son père, c'était vraiment un personnage, le mec. Would you like some tea? Enfin, vraiment, il parlait comme la reine, quoi. C'était à mourir de rire, ce mec-là. Qu'est-ce qu'il disait? Quand il enfin, c'est ses matchs avec Nigel Benn ou aux conférences de presse, il veut même pas le regarder. Il veut même pas le regarder. Il se met devant lui comme ça. Ah non, c'était aussi. Qu'est-ce qu'il avait fait? Il a vu une interview où James Toney. Bon, je vais pas te demander si tu connais James Toney. Enfin, je vais pas te faire cet affront. Je sais que j'aime beaucoup. On aime beaucoup. Ouais, On aime j'aime bien. tous beaucoup James Toney. Ouais, Mais que James Toney, c'est la preuve que tu peux avoir un style défensif et être excitant à regarder, quoi. ouais, grave. Et à l'époque, James Toney, il était en. Je sais pas si tu as déjà vu cette interview. C'était à l'époque du deuxième combat de James Toney, de Nigel Benn et de Chris Eubank. Et ils invitent James Toney à venir parler en interview à l'écran. D'ailleurs, il y a Mickey Rourke à côté. Je sais pas pourquoi il doit s'entraîner au même truc. Et il lui demande qui va gagner selon toi et qui voudrais-tu prendre. Et lui, il dit je prends n'importe lequel des deux, je m'en fous. De toute façon, c'est des merdes les deux, etc. Après, Ben, il lui dit no problem, I fought. Il commence à sortir, il lui dit j'ai battu Iran Barclay, j'ai battu Duke Dewitt, j'ai battu Robbie Sims, j'ai pas peur de toi. Après, l'autre, il dit je suis pas tous ces gars-là, moi je vais te défoncer. Après, il dit à Eubank, when I see you, I'm gonna beat you on your mama's ass. Comme ça. Je vais te botter le cul et botter le cul de ta mère, quoi. Et t'as tout le monde qui fait ouh, comme ça. Eubank, il fait you seem as you're pure ignorant. Comme ça, tu vois, il lui dit juste ça, comme ça. Tu m'as l'air d'être très ignorant avec cet accent-là, tu vois. Et voilà, c'est des personnages comme ça. Donc moi, quand je vois des personnages comme ça, je me dis, mais attends, Chris Eubank, il avait été en France, t'imagines ce qu'on aurait dit? On aurait dit c'est un grand malade. Après, je dirais qu'aussi la différence majeure entre les deux, c'est que Tony Yoka, alors je ne sais pas comment il est dans le privé, Tony Yoka, hein, je veux pas, mais il cherche pas spécialement à faire rire, tu vois, quand il parle dans les interviews, etc. Tu as des mecs comme Mohamed Ali, c'est la quintessence de ça, où c'est un type qui se la pétait beaucoup, mais il avait une façon de se la péter, tu sentais qu'il n'était pas à 100% sérieux, quoi. Il y avait un côté humour. Hein. Ouais, il y avait de l'humour, il avait beaucoup. Ouais, bah oui, Mohamed Ali.
Dali, franchement. Il avait dit, j'ai vu Foreman boxer contre son ombre, c'est son ombre qui a gagné. Enfin, tu vois, c'était que des phrases comme ça. Enfin, c'est un tueur. Même Chris Eubank est drôle. Qui on a aujourd'hui, Wilder peut être drôle, mais il fait pas exprès. Tyson Fury, il s'en sort bien dans cet exercice. Tyson Fury, il est drôle, mais depuis qu'il est revenu, il est moins drôle. Il a donné le flambeau à son père. Alors son père, son père. Mais quand tu comprends l'anglais, mais son père, c'est. Je sais pas si t'as déjà entendu sa voix. Je crois que j'ai déjà entendu. Man. Man. Il parle comme ça avec une voix comme ça, et il dit il veut boxer Mike Tyson. Ouais, mais même. T'as Wilder qui crie Bomb Squad, l'autre il fait Shut up, you can't beat me. Enfin bref, il provoque, il est à mourir de rire. Donc ouais, après Tony Yoka, tout ça pour dire que le personnage, il a peut-être que des fois il passe pour un type arrogant, mais qui croit vraiment. Enfin tu vois, il débarque, il dit je veux être champion, et les gens pensent que c'est se la péter, mais bon, c'est pas. Quand toi comme moi, on a vu des combats on a vu des interviews de Ali, James Toney ou des gens comme ça, tu sais que Yoka c'est rien du tout ce qu'il fait. C'est rien du tout. Après, et encore, moi je trouve que Yoka il s'en sort plutôt bien parce que c'est plutôt rare qu'il donne son avis sur des trucs politiques. Bon, il l'a fait quelques fois. Enfin voilà, il se fait discret, mais malgré tout. On peut en parler de ça aussi, tu vois, le fait que les écarts qu'il a fait comme ça et les critiques qu'il a eu derrière. Est-ce que tu trouves ça comment tu trouves ça, toi? Qu'est-ce que t'en penses? Tu parles de la fois où il y avait eu des émeutes et il avait dit brûler tout, là? Ouais. Ah, bah, ça montre. Ouais, donc ça correspond un peu à sa manière de boxer. Ça se voit, c'est un mec qui respecte bien les règles, mais qui n'est pas non plus un Joe Joyce capable de te faire un jab pendant de temps en temps. Il a besoin de s'exprimer. Yoka, de temps en temps, c'est un mec qui a besoin de s'exprimer quand il boxe, et j'imagine qu'en tant que personne, c'est la même chose. Je pense qu'on a dû lui dire, peut-être qu'il a des experts en communication, j'en sais rien, qui lui disent dis pas ça, fais pas ça, comporte-toi comme ça, mais de temps en temps, il a besoin de s'exprimer. Et puis à ce moment-là, il a ressenti le besoin de s'exprimer, quoi. Moi, ça m'est arrivé de parler un petit peu de Tony Yoka par rapport à ça, à la com et tout. Moi, je pense qu'au contraire, il devrait montrer un peu plus, s'exprimer un peu plus. Parce que du coup, entre tu dis rien parce que on gère ta com, parce que Canal+, ils ont payé un gros chèque, pour dire toujours quel boxeur arrive à faire et tout, blablabla. Et quand tu as besoin de dire un truc, tu vas lâcher un truc qui va apparaître comme une bombe, parce qu'entre tu dis rien et d'un seul coup, boum, tu dis quelque chose. Je pense que y a un travail à faire autour de sa com. Donc s'il y a quelqu'un qui bosse pour lui pour sa com, franchement, il le fait pas bien, très sincèrement. Et il faudrait qu'il n'hésite pas à parler un peu plus, parler des boxeurs, sans forcément dire des trucs de ouf, tu vois, mais parler un peu plus à son public. Parce qu'il y a vraiment un public qui le kiffe, parce que on a parlé beaucoup des détracteurs et tout, mais il y a un gros public qui le kiffe. J'en ai déjà parlé avec lui, j'en ai déjà parlé avec lui en disant et qu'ils ont besoin de l'entendre plus, tu vois. Ouais, mais peut-être que c'est pas dans sa personnalité, après, c'est pas. Ouais, mais après, ça fait partie de ton taf. Ouais, parce que moi je m'en souviens, j'avais vu un live Skype de lui et non pas c'était pas sur Skype, c'était sur Instagram où je sais pas, j'irais pas jusqu'à dire qu'il est timide, mais des fois tu avais des fans qui lui posaient des petites questions et tout, il avait l'air mal à l'aise donc. Après le live c'est pas un exercice facile. Je te dis même moi, tu vois, qui suis habitué maintenant rodé à faire du fast cam, le live c'est pas un truc que je kiffe moi. Donc, c'est jamais simple. Et tu sais, quand tu vas être invité par quelqu'un, tu sais pas trop la personne où elle va t'emmener, les questions qu'elle va te poser. Tu dois toujours faire gaffe à ce que tu dis. C'est pour ça que plus tu vas montrer petit à petit, plus tu seras à l'aise avec ça, et plus les gens seront habitués et connaîtront ta personnalité. Parce que le problème, c'est que les gens le disent, il est arrogant, il est ci, il est ça, parce qu'en fait, ils connaissent rien de lui. Et les seules fois où ils le voient, c'est juste avant un combat, après un combat. Après un combat, tu sors de ton combat, t'es chaud, tu vas faire un discours politique. Hein. Donc, de petit à petit, montrer un petit peu ta personnalité aux gens pour qu'ils te comprennent un peu plus. En fait, il faut avoir une démarche pédagogique envers les gens, tu vois. Mm-hmm. Et après, c'est du marketing aussi. Il faut pas se mentir, c'est du marketing aussi. Parce que les gens ne vont pas faire l'effort de se dire « Ah, mais attends, truc. » Non, ils vont te prendre pour ça et ils vont te tailler pour ça. Donc, ça se travaille, ça fait partie de ton métier, et il y a des boxeurs qui l'ont bien compris et qui montrent beaucoup d'eux. Ouais. Tu vois, Cédric Vitu, et après les gens ils kiffent. Cédric Vitu, ouais, après ils n'ont pas la même personnalité. Cédric Vitu, même si t'aimes pas la boxe, tu le vois sur Insta, tu te pisses dessus, quoi. Le mec,
C'est vrai. Des vidéos où il est dans des chambres d'hôtel avec, je sais pas, avec des gens qui ronflent. Le mec, pendant 1 heure, enfin voilà, la dernière fois, je suis tombé sur une vidéo de lui, je me suis pissé dessus de rire pendant une demi-heure. Pourtant, en tant que boxeur, je l'aime pas, ça va, tu vois, mais. Enfin voilà, ouais, mais c'est inné, ça malheureusement, c'est inné. Alors après, t'as des reconversions. T'as Shannon Briggs qui, quand il était jeune, n'était pas spécialement connu pour ça et qui, après, quand il a vieilli, s'est avéré être un acteur incroyable. Quoi. Let's go champ, à crier comme ça, etc. Donc. Peut-être que Yoka se trouvera cette vocation, mais après en France, on n'a pas trop cette culture du talk show. Ouais, mais regarde. Bon, mais en tout cas, effectivement, s'il pouvait être, par exemple, Mormec était très aimé parce que Mormec s'exprimait pas beaucoup, mais quand il s'exprimait, voilà, c'était quelqu'un qui parlait un peu avec le cœur, etc. Et il y a beaucoup de gens qui l'ont aimé à cause de ça, grâce à ça. Plutôt. C'est vrai, mais c'est plus la même génération. C'est plus les mêmes codes, c'est plus les mêmes outils de communication. Aujourd'hui, un Mormec. Ça aurait été une galère à le vendre, tu vois. Puis déjà à l'époque, je pense pas qu'ils ils étaient hyper vendeurs, tu vois. Mais oui, c'est surtout après que les gens. Voilà, c'est après que les gens disent oh ouais Mormec et tout, on l'aimait bien, il était cool, il était sage. Ouais, et puis il avait un style agréable à regarder. Quoi, quand même. Ouais. Et voilà, je préfère un mec qui nous dit bah moi je vais vous ramener la ceinture champion du monde, tu vois, moi ça me fait kiffer. Bah oui, bien sûr, il est très ambitieux, Yoka. Ça, on pourra pas lui ôter ça. Mais tu vois, quand tu as donné l'exemple de Cédric Vitu, imaginons que tu le connais pas du tout, tu tombes sur une story de lui où le mec, il est là à Dubaï en train de manger des tacos, tu te dis attends mais c'est un boxeur pro ça, tu vois. Tu peux te tilter aussi. Oui. Mais comme le gars, en fait, il t'a habitué à ça, il t'a montré sa personnalité, il te montre que c'est un bon gars, c'est du délire et tout, il discute avec les gens. Oui. Et donc, en le suivant, tu vas comprendre. Donc en fait, c'est pareil, tu vois, c'est toujours le même point de départ. Si tu fais un truc, les gens vont se dire, bah, c'est abusé. Par contre, si les gens te connaissent, comme quand tu connais ton pote, tu vois, et qu'il va faire un délire dans une soirée, mais tu le connais, bah, c'est la même chose. Oui, il faut qu'il s'habitue, oui. Et du coup, Cédric Vitu, on lui pardonne, mais si Yoka demain faisait les mêmes vidéos, on dirait, ah, mais pour qui il se prend? Voilà. Ouais. Et ça se travaille. Ça doit être la com, tu vois, c'est la com que tu travailles, c'est super important. Surtout quand tu es un mec qui veut devenir champion du monde et que tu veux le ramener dans un pays où la boxe, c'est pas trop ça, quoi. Tu vois? Ouais, bah écoute, on pourrait peut-être s'occuper de sa com, hein, je sais pas. Ah, moi, il n'y a pas de souci, hein. Je m'en occupe, il n'y a pas de problème. Déjà, je trouve que je m'en occupe plus que le Canada. Moi, je m'en occupe bien quand je parle aux gens et tout. De toute façon, c'est toujours la même chose. Avec Tony Yoka, la conversation, c'est je l'aime pas. Pourquoi? Il est arrogant. Moi, je dis ok, il a dit quoi? Ils savent pas. Il dit, il a dit que peut-être. Un tatouage. Ouais, voilà, il a souri. Regarde, il a cligné de l'œil à un moment donné. Putain, comment il se la raconte. C'est de l'acharnement à un moment donné, quoi. Mais bon, j'espère que ça va s'étouffer avec le temps, quoi. On en a eu des cas, des gens qui n'étaient pas aimés. Après, le problème, c'est qu'en France, souvent, tu as des sportifs comme ça, les gens, ils ont décidé de pas les aimer. Karim Benzema, il a souffert de ça, Ribéry aussi. Quand on a décidé de pas t'aimer, c'est comme ça, quoi. Et Benzema, c'était pareil. Quand tu demandais aux gens pourquoi t'aimes pas Benzema, il se la pète. Il a dit quoi? Il n'y avait pas de réponse, donc faut voir. C'est plus. Mais c'est aussi pour ça que je voulais finir sur cette note de travail de communication de la part de l'équipe de Yoka et même de lui-même, de remise en question un peu, parce que j'aurais peur qu'il s'enferme dans son personnage, tu vois. Ça serait dommage. Comme un peu un Karim Benzema qui finalement est resté sur le côté. Et après, tu n'as que les vrais amoureux de foot qui vont le soutenir, tu vois. Et donc, ouais, je sais pas. Ben voilà. Je pense qu'on a fait le tour, non? Peut-être que Yoka aura un déclic un jour, on verra. Je sais pas. Ouais, bon, par contre, Yoka a un avantage par rapport à beaucoup d'autres boxeurs, internationalement parlant, c'est qu'il parle très bien anglais. Ouais. Il parle très bien anglais. Il parle très très bien anglais. J'ai déjà vu des interviews où il parle en anglais avec Mike Tyson et tout. Il est assez charismatique, tu vois. Des fois, ça te fait changer la personnalité de parler une autre langue. C'était Van Damme qui avait dit que quand il parle français, il est très timide et que quand il parle anglais, il est beaucoup moins timide, etc. Je suis pas pro dans les interviews. Je crois. Je suis bien en anglais. Je sais pas pourquoi. Et parfois, je perds un peu. Parfois, je perds un peu mon français. Et puis, je vais faire attention, quoi. Donc,
Peut-être qu'il lui arrivera une situation un peu comme Jérôme Le Banner à l'époque, qui n'était pas particulièrement populaire en France, mais alors au Japon, c'était une star. Donc peut-être que Yoka va finir par être une star aux États-Unis. J'y crois pas trop, mais c'est possible. Ou en Angleterre. Si, j'y crois, et je pense, moi, ça fait même déjà quelques temps, je sais pas si tu l'as remarqué, que je dis que Tony, maintenant, il doit viser le public américain et limite s'en foutre du public français. Que ça y est, il a fait le tour, quelque part. Et quitte à vexer les Français, bah maintenant, moi, je pense que lui, il doit faire un travail de com, mais plus auprès des Anglais. Yeah, for sure. Ouais. Faut avoir, à méditer. Après, aux États-Unis, c'est dur de se faire une place. Hein. Le seul Français qui a été une star, le seul Français boxeur qui a été une star aux États-Unis, non, il y en a eu deux. Il y a eu Carpentier et Cerdan. Hein. Bon, mec, il n'était pas vraiment connu, mais bon, ça peut arriver. Faut voir. Ouais, non. Moi, c'est tout ce que je lui souhaite. En tout cas, c'est vrai que moi, si j'étais lui, je serais parti de France depuis longtemps. Mais bon, peut-être qu'on lui propose pas les mêmes bourses. Ouais, je sais. Ouais, et puis après, tu sais, il y a aussi un truc, c'est ton pays, ta famille. Il y a plein de choses qui rentrent en compte. Hein. Tu sais, il a un rapport avec l'INSEP qui est particulier. Donc, il y a tout ça, tu sais, culturellement. Voilà. Ça peut s'entendre aussi. Ouais, bien sûr. Mais bon. Même s'il y a tout cet amour, je pense que si un jour il a une grosse opportunité, il le fera. Ou peut-être que ce sera le mec qui décide de rester en France et de faire que ce soit la France qui devienne une scène internationale de la boxe. Hein. Faut pas oublier que la France, à l'époque, tu avais Monaco. Je parle des années 70, tout ça. Tu avais Monaco où tu avais des championnats, notamment Carlos Monzon qui boxait là-bas tout le temps. Mais il y a Golovkin qui a boxé à Monaco dans ses débuts. Ouais, il a boxé contre le japonais, là, Ishida, ou je sais plus. C'est ça. Il a mis KO, et aussi contre un Africain dont j'ai oublié le nom. Donc c'était il n'y a pas si longtemps que Monaco avait des boxeurs quand même assez renommés. Mais oui, je sais pas, pourquoi pas, faut voir. Bon, on a fait le tour ou pas? Je pense qu'on a fait le tour. Hein. Bon, bah écoute, on trouvera un autre sujet à l'occasion. Peut-être Tyson, ça fait plusieurs fois que tu m'as parlé de Tyson. On va faire un sujet sur lui. Donc, on peut faire un sujet sur Tyson, ouais, vas-y. Bon, bah écoute, je te souhaite une bonne soirée, bon courage pour le taf. Merci mon pote, bah toi aussi, ça a été un plaisir, merci de m'avoir invité, et puis à la prochaine, hein. On pourra parler de Tyson. Ouais. Vas-y, on fera ça. Parce que c'est le type qui nous a fait découvrir la boxe à nous deux, quoi. Ou peut-être pas toi. Mais... Oh, non, ça pourra faire un sujet intéressant, on en parlera. Ok, bah, prends soin de toi et merci encore, frère. Allez, ciao, je vous dis à tous, à la prochaine. Fighting.